Mesdames et messieurs, bonjour. Je me présente tout d'abord. Je suis Taous Sidi Saïd. J'ai la chance et le privilège d'être la porte-parole du Philantrolab. Qu'est-ce que le Philantrolab ? J'espère que vous êtes de plus en plus nombreux à le savoir, mais dans le doute, le Philantrolab est un lieu exceptionnel. Je crois qu'il suffit de regarder à gauche, à droite, en haut, à l'extérieur pour voir à quel point il est exceptionnel par sa beauté, son architecture, mais aussi son histoire. Le Philantrolab est un lieu qui a 600 ans. Donc, on a fait quelques travaux, vous imaginez bien, mais surtout, on a fait des travaux pour donner une nouvelle vie à ce lieu à travers une belle initiative qui soit à la hauteur de la beauté de ce lieu. Il s'agit de l'associatif, il s'agit de la philanthropie, il s'agit de l'intérêt général. Et nous avons été les premiers à installer un coworking dédié à la philanthropie et à l'intérêt général. Nous avons une centaine d'associations qui viennent tous les jours ici pour faire avancer des causes, des grandes, des petites, mais comme on dit chez nous, toutes les causes sont bonnes. Il n'y a pas de hiérarchie à avoir entre toutes ces causes. Le plus important pour nous, c'est que la précarité, les inégalités soient réduites et qu'aujourd'hui, nous puissions nous dire qu'à travers le Philantrolab, nous avons un lieu qui d'abord démocratise le don, parce qu'on va avancer malheureusement dans un monde où le don va être nécessaire si on veut être capable d'aider le plus de monde possible, mais aussi un lieu qui va apprendre la philanthropie à tout le monde. En général, on pense que la philanthropie, c'est pas pour tout le monde. Eh bien ici, on va apprendre à tout le monde que tout le monde peut être bon, tout le monde peut être généreux et appliquer aussi notre adage « donner rend meilleur » et c'est prouvé. Je crois que les gens qui sont ici sont capables aussi d'en témoigner. La journée internationale des droits de la femme, évidemment, a toute sa place ici parmi nous. D'abord parce que nous avons des associations qui représentent des causes féminines, mais aussi parce qu'on sait que les femmes sont à la fois en première ligne des guerres, des précarités sociales, des violences, mais aussi ce sont les premières à se servir de certaines de ces forces pour faire avancer une société. C'est l'empowerment, c'est cette thématique, en tout cas, que nous sommes ravis de mettre en valeur ici au Philantrolab. Et aussi les femmes qui sont de tout temps, qu'on appelait jadis le sexe faible, ont montré que justement leur force est d'aller faire avancer des sociétés, des causes et lutter contre les précarités, les inégalités dont elles sont encore victimes en 2023. Nous avons la chance donc d'avoir des débats, des tables rondes, des thématiques et nous avons aussi la chance d'avoir la rapporteuse du Haut Conseil à l'égalité, Madame Mao Chodoué-Delmas, qui est auteure du dernier rapport sur le sexisme et qui va, en France en tout cas, et qui va justement par un mot aujourd'hui nous éclairer sur la manière dont ces débats, toutes ces thématiques vont pouvoir faire avancer les causes et qui vont peut-être aussi être remontées aux institutions pour faire en sorte que les droits des femmes soient entendus dans tous les sens du terme. Donc si vous pouviez nous rejoindre, Madame, sous vos applaudissements. Bonjour à toutes et à tous. Donc je suis Mao Chodoué-Delmas, je suis chargée de mission au Haut Conseil à l'égalité. Un petit mot peut-être sur le Haut Conseil à l'égalité que tout le monde ne connaît pas forcément. C'est une instance indépendante qui traite des sujets d'égalité entre les femmes et les hommes, enfin qui essaye d'animer le débat public sur ces questions. C'est une instance collégiale puisqu'on a près de 150 membres autour du secrétariat général du HCE et notamment des associations, voilà, qui nous font non pas seulement remonter, mais avec lesquelles on échange très régulièrement sur ces sujets, aussi pour maintenir nous une veille sur les enjeux d'égalité entre les femmes et les hommes. Et c'est une instance transversale. On est rattaché fonctionnellement au service de la Première ministre, donc on va pouvoir travailler sur tous les sujets, donc que ce soit les sujets sur les violences, par exemple on est en train de travailler sur la pornographie aujourd'hui, les sujets santé, on est en train de travailler sur le psychotrauma par exemple, les sujets internationaux et les sujets parité, donc moi je suis chargée de mission sur la parité économique, sociale, administrative, politique, et les sujets stéréotypes enfin, et c'est dans ce cadre-là que je suis rapporteuse sur l'état du sexisme en France, donc il y a un rapport qui a fait pas mal de bruit cette année, mais qui est un rapport annuel, qui repose sur un baromètre qui est conduit auprès de 3000 Françaises et Français sur leur vécu du sexisme, mais aussi on essaye de déceler les degrés d'adhésion à des situations qui sont parfois difficilement décelables autour du sexisme, notamment ce qu'on appelle le sexisme banal au quotidien.
et ce qui nous permet d'objectiver un peu cette notion chaque année un peu plus. Donc, est-ce que je peux m'asseoir, pardon? C'est sympa d'être une femme, mais là c'est un peu complexe. Je vais pas vous faire l'affront de vous présenter le rapport sexisme que certains d'entre vous là, ont déjà sans doute lu, et puis en plus c'est un peu fastidieux de présenter un rapport institutionnel, mais je vous fais un rapide résumé des 3 grands axes de ce rapport. Donc le premier, c'est qu'il y a une réalité encore très forte des violences sexistes et sexuelles en France, hein, c'est pas très nouveau, les associations le disent et le redisent depuis 10 ans. Et je sais que vous allez aujourd'hui évoquer l'enjeu des violences sexistes et sexuelles. Donc voilà, il y a encore un tiers, le chiffre le plus important de notre rapport, c'est qu'il y a encore plus d'un tiers, donc plus d'une femme sur 3, qui a déjà vécu une situation de non-consentement. Et il y a aussi peu, voire pas de responsabilité collective du sexisme, ce qui fait que le sexisme va être une réalité vécue comme inévitable par les femmes. Enfin, en tout cas, c'est sur elles que va reposer la charge d'évitement. Il y a 9 femmes sur 10, donc c'est-à-dire pratiquement toutes les femmes, qui nous ont rapporté qu'elles adoptaient des stratégies de contournement, d'évitement du sexisme au quotidien. Donc, effectivement, ça peut se passer sur des situations qu'on considère comme banales, ne pas prendre le métro, ne pas renoncer à s'habiller comme on le souhaite, etc. Ça peut prendre des proportions plus structurelles, comme renoncer à une carrière scientifique. On va sans doute parler de précarité aujourd'hui. Voilà, la trappe à bas salaire, elle est ici, c'est-à-dire qu'on renonce à des carrières qui sont souvent les plus prometteuses, en tout cas aujourd'hui. Le deuxième grand enseignement, c'est qu'il y a une adhésion encore très forte aux stéréotypes et aux clichés sexistes qui sont pour nous le point nodal du problème, notamment chez les hommes. On va considérer que les femmes, par exemple, donc dans des situations très banales, entre grands guillemets, on va considérer qu'il est plus normal que les femmes aillent au rendez-vous, soit au rendez-vous pour les enfants, parascolaires, médicaux, etc. Ça, c'est des clichés qui reviennent très souvent. On va considérer qu'il est plus normal que les femmes prennent plus soin de leur physique ou se fassent inviter au premier rendez-vous galant. Donc il va y avoir une complémentarité entre les genres, des clichés très ancrés qui vont persister et qui pour nous opèrent un continuum, enfin pour nous et pour toutes les associations féministes évidemment qui alertent sur ce sujet, opèrent un continuum des violences entre des manifestations qu'on dit banales et des violences plus graves. Et inversement, et ça je vous invite à lire le rapport en détail, les hommes assument assez peu leur responsabilité du sexisme, alors même qu'ils l'admettent en théorie. Troisième grand enseignement, les réponses et les moyens déployés par les pouvoirs publics sont jugés insuffisants puisqu'il n'y a que 30% des Françaises et Français qui font confiance au gouvernement pour lutter contre le sexisme. C'est quelque part une bonne nouvelle pour nous puisque ça veut dire aussi que l'opinion en général, d'ailleurs à 93%, est favorable à ce que ça devienne une priorité pour les pouvoirs publics, d'où ma présence ici aussi de recueillir tout ce que les associations auront à faire passer comme message pour que le HCE puisse appuyer ces recommandations. Et voilà, donc comme je l'ai dit, la population veut que l'égalité, la lutte contre le sexisme devienne une priorité. Donc voilà, ce rapport est certes, j'en finis là, certes lucide, alarmant, parfois même pessimiste. Il y a encore beaucoup de travail, notamment en 2022, où on a vu qu'il y avait vraiment une vague conservatrice autour des questions féministes, notamment en ligne. Mais grâce au travail des associations, justement, il y a une réelle prise de conscience. J'aimerais le signaler ici aujourd'hui, puisqu'il y a pratiquement 100% de la population, par exemple, qui admet qu'il y a une inégalité entre les femmes et les hommes et qui veut lutter contre. Donc ça, c'est quand même un travail qui a été, c'est le fruit d'un travail de terrain depuis 10 ans qui est assez fructueux. Voilà, moi j'ai hâte de décortiquer encore plus les échanges de ce matin. Je sais que voilà, sur l'inclusion, la diversité, la précarité, sur les violences, sur l'empouvoirment en français, pour justement, ça fait partie de nos missions à HCE pour essayer d'ajuster au maximum nos prochaines recommandations sur d'autres rapports. Voilà, donc merci beaucoup. Merci Monsieur de Delmas. Donc on va rapidement, on va plutôt tout de suite entamer les débats. Donc on va parler inclusion, on va parler violence, on va parler précarité, mais surtout on va parler empowerment. Et pour animer tous ces débats, nous avons la chance d'avoir Christelle Guelpin, que le Philanthrope connaît très très bien,
car elle est, en plus d'être cofondatrice d'AlphaPhase, qui est un cabinet de coaching, accompagne tous les incubés et résidents depuis le début pour justement faire avancer, savoir pitcher, enfin bref, c'est un peu leur ange gardien. Donc merci beaucoup Christelle d'animer tous ces débats et je te souhaite une excellente matinée. Je vous souhaite à tous une excellente matinée de débat. Merci Taous. Merci beaucoup Taous, merci Mao pour ce constat. C'est toujours intéressant d'avoir les derniers chiffres, même si vous allez comprendre très vite aujourd'hui, le constat est nécessaire, mais rester dans l'état du constat n'est pas suffisant. Donc aujourd'hui, on va avoir j'aurai le plaisir de pouvoir animer 4 tables rondes autour de 4 sujets dont Taous et Mao nous ont déjà donné les thèmes. On les a organisés d'une certaine façon. Je vais vous demander votre indulgence compte tenu des aléas pour venir aujourd'hui au Philantrolab. On va commencer avec notre première table ronde sur l'inclusion et la diversité avec Aurélie et avec Fatem Zahra, si vous voulez bien me rejoindre. Et on va passer cette matinée ensemble à découvrir ces associations, ce qu'elles font, à avoir des échanges. On va essayer d'avoir le plus d'interactivité possible. Vous avez vu que le temps nous est également imparti. Mais l'objectif, c'est pour vous de découvrir ces engagements au travers des personnes que nous aurons ici et également de pouvoir aller plus loin, de dépasser le stade du constat qui est nécessaire, mais qu'est-ce qui est actuellement fait et qu'est-ce qu'on peut faire de plus. Donc sur cette première table ronde, je vais demander à Aurélie et à Fatem Zahra de bien vouloir se présenter et nous dire les merveilleuses actions qu'elles ont déjà réalisées. Bonjour à toutes et tous. Il n'y a pas beaucoup d'hommes dans l'assistance aujourd'hui. Je me présente, je suis Aurélie Alassac Marzorati, donc directrice générale du CASP, du Centre d'action sociale protestant, depuis maintenant 2 ans et demi. Alors vous ne connaissez peut-être pas, voire sûrement pas le CASP, parce que c'est une association assez discrète, mais qui a une utilité, je pense, une utilité que je vais essayer de vous exprimer aujourd'hui. Cette utilité, c'est de s'occuper des personnes en situation de très grande précarité. Et ces personnes en situation de très grande précarité sont très souvent, et j'y reviendrai, des femmes. Le CASP aujourd'hui, c'est près de 700 salariés, 300 bénévoles qui œuvrent au quotidien auprès des personnes qui en ont besoin. Nous agissons de façon diverse. Nous avons des maraudes, des équipes de personnes qui vont à la rencontre des personnes en situation de rue, en situation d'errance, pour les rencontrer, pour rencontrer leur situation, pour ensemble trouver les moyens de les faire avancer. Nous avons des accueils de jour, des structures d'accueil qui permettent à toutes celles et ceux qui en ont besoin de trouver du réconfort, des personnes qui ont besoin de, pourquoi pas, boire un café, de rencontrer un travailleur social, de prendre une douche. Ce sont des lieux absolument indispensables pour toutes celles et ceux qui n'ont pas de toit ou qui vivent dans des situations d'insalubrité manifestes. Et puis au CASP, nous gérons de nombreux centres d'hébergement d'urgence, des centres d'hébergement d'urgence dans leur grande diversité, centres d'hébergement d'urgence qui permettent à toutes ces femmes et à tous ces hommes tout simplement d'avoir un toit, de pouvoir se nourrir, mais aussi d'avancer, et j'y reviendrai tout au long de mon propos. Nous gérons également du logement. Au CASP, ce que nous pensons, c'est que quand on a la prétention, on a l'ambition de s'occuper des personnes en situation de précarité, eh bien, il ne suffit pas de donner un toit, il ne suffit pas de nourrir, même si évidemment ce sont des besoins fondamentaux auxquels nous devons répondre. Il est absolument indispensable aussi de prendre en charge la personne dans son individualité, dans sa situation, dans ses difficultés, et pour cela d'apporter les réponses les plus proches de ses besoins. Je pense à des réponses en termes de bien-être, des réponses en termes de sport, des réponses en termes de culture. Nous essayons de proposer le maximum de choses pour que la personne se sente bien. Ces personnes, elles sont de plus en plus des femmes. Rappelons-nous, pour les plus anciens, les personnes que nous appelions les clochards. C'était souvent des hommes qui passaient de longs moments sur les trottoirs parisiens ou sur les trottoirs des grandes villes. Ces clochards ont véritablement changé de visage. Aujourd'hui, nous parlons de personnes vivant à la rue, et ces personnes vivant à la rue ne sont plus exclusivement des hommes âgés, parfois un peu alcoolisés, qui ont vécu des difficultés qui justifiaient malheureusement cette présence dans la rue. Aujourd'hui, ces personnes en situation de rue sont des hommes,
de tout âge qui ont perdu leur emploi, qui ont vécu une décohabitation, mais ce sont aussi de plus en plus de femmes. Et ce sont aussi de plus en plus de femmes avec des enfants. Aujourd'hui, dans les rues de Paris, dans les rues des grandes villes et des moyennes villes de France, nous avons de plus en plus de familles en situation de rue et des femmes en situation de rue. Alors je repensais au mot pauvreté avant de venir et je me disais, la pauvreté finalement c'est un nom commun de genre féminin. Aujourd'hui c'est vraiment prouvé, c'est un nom commun de genre féminin. Qui sont les travailleurs précaires en France? 70% des travailleurs précaires, le chiffre ne vient pas de moi mais de la DARES, 70% des travailleurs précaires sont des femmes. Qui aujourd'hui perçoit le SMIC? 62% des personnes qui perçoivent le SMIC aujourd'hui sont des femmes. Qui sont les personnes qui bénéficient des minimums vieillesse en France? Ce sont des femmes. Qui sont les parents isolés? Ces femmes seules avec enfants qui sont tous les jours confrontées à l'éducation de leurs petits et qui en même temps doivent prendre soin d'elles. Ce sont à 82%, selon l'Observatoire de l'égalité des hommes et des femmes, des femmes. 82% de parents isolés, 82% de femmes isolées. Eh bien, ces femmes isolées, ces femmes seules en situation de grande précarité, qui travaillent ou qui ne travaillent pas, eh bien, nous les avons, nous les rencontrons, nous prenons soin d'elles au quotidien dans notre association. Mais nous ne sommes pas les seuls, nous sommes de multiples associations à agir au quotidien pour ces femmes de plus en plus nombreuses. La situation est définitivement très grave. Ces femmes ont besoin de nous, se retrouvent dans des situations de souffrance psychologique et psychiatrique extrêmement importantes. Les violences s'accélèrent, violences conjugales. Je parlais tout à l'heure avec une chef de service qui est dans la salle, qui est Leslie, et je lui disais, racontez-moi l'histoire de la femme qui vous a le plus marqué dernièrement. Alors cette femme-là, elle vient pas d'ici, elle vient d'ailleurs. Oui, parce que en France, nous sommes un pays d'accueil, et je pense qu'il faut s'en réjouir, s'en satisfaire. Parce que cette femme-là, elle a besoin de nous. Cette femme, elle s'appelle Nawa. Nawa, elle a un petit enfant qui s'appelle Momo. Vous direz si je me trompe, Leslie. Son petit enfant, il a 1 an. Momo a 1 an. Mais cette femme, elle vient de Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, elle a été confrontée à des violences physiques abominables. Elle a été frappée par son mari. Et ce mari-là, elle l'avait pas choisi. Puis ce mari est décédé. Il est décédé. Et là, sa famille lui a dit, tu vas te retrouver mariée avec son frère. Et son frère aussi, il a choisi de violenter, de frapper cette femme. Alors qu'est-ce qu'elle a fait, Nawa? Elle a pris ses valises, elle avait un enfant qui est décédé, alors elle a pris ses valises toute seule, et elle est venue en France, parce qu'elle est venue chercher l'espoir, ce fameux Eldorado français auquel peut-être certains croient encore. Elle est venue et aujourd'hui, elle a un enfant d'1 an. Et ce que me disait Leslie, la chef de service, c'est que malheureusement, on n'a qu'une crainte au sein du CASP. Leslie n'a qu'une crainte. Et la travailleuse sociale professionnelle qui est à ses côtés n'a qu'une crainte. C'est que les violences se reproduisent. Je vous invite à lire une tribune dans Le Monde qui est parue il y a 2 jours sur les violences et la reproduction des violences pour les femmes. Quand on commence à vivre une violence une fois, on risque d'en vivre une 2e fois, une 3e fois. Eh bien, c'est ça la crainte de Leslie, c'est ça la crainte du CASP, et c'est pour ça que le CASP a décidé, comme d'autres associations, de toujours être aux côtés de ces femmes. Merci Aurélie. Merci pour ce témoignage. Faden-Zahra. Merci Aurélie pour ce témoignage fort. Merci au Philantrolab pour cette matinée d'échange organisée sur cette thématique essentielle. Je suis Fatem-Zahra Beni, je suis directrice adjointe de l'association Ikambéré. Alors, je vais vous raconter un peu ce qu'est Ikambéré. Ikambéré, c'est une association qui est statutairement dédiée aux femmes, qui est née il y a 26 ans, suite à un travail universitaire qui a été mené par Bernadette Rueguera, qui est la fondatrice et directrice de l'association. Donc on est en 1995, elle décide de s'intéresser aux femmes et aux enfants migrants vivant avec le VIH en Île-de-France. Et pendant ces recherches, elle rencontre des femmes extrêmement isolées, très précaires, exilées pour la plupart,
avec la peur de mourir. Et en 95, on mourait encore du sida en France. Et elle décide, suite à ce travail, d'ouvrir un lieu qui s'appelle Ikambere et qui veut dire la maison accueillante en Kinyarwanda, qui est la langue du Rwanda. Et ce lieu, au départ, est un lieu pour permettre aux femmes de rompre l'isolement, d'échanger entre elles et de permettre ce qu'on appelle aujourd'hui la paire aidance, c'est-à-dire à des femmes qui sont confrontées à des situations similaires de s'entraider les unes les autres. Et c'est un levier essentiel de l'empowerment, c'est un des leviers de l'empowerment, c'est vraiment de permettre ces espaces sécurisants qui favorisent la paire aidance. Donc au départ, ce lieu, c'était un petit appartement à Saint-Denis, à la Cité des Cosmonautes, pour permettre à ces femmes de rompre l'isolement. Et très vite, Bernadette et toutes les équipes à l'époque vont se rendre compte que c'est bien d'offrir un lieu qui permette la convivialité et la sécurité, mais ces femmes ont des besoins fondamentaux, comme l'expliquait Aurélie. Elles ont besoin de manger, elles ont besoin d'être mises à l'abri. Et petit à petit, l'association va se structurer pour apporter ce qu'on appelle aujourd'hui une prise en charge globale, c'est-à-dire d'agir à la fois sur les besoins fondamentaux, mais aussi sur les besoins d'appartenance qui sont essentiels aussi pour beaucoup d'entre elles, pour les besoins et ensuite pour les besoins d'accomplissement, c'est-à-dire trouver un travail, être autonome, obtenir des revenus, etc. Donc on travaille vraiment sur la pyramide de Maslow pour celles et ceux qui connaissent, et on essaye de répondre, comme le disait Aurélie tout à l'heure, de manière très structurée et individualisée aux besoins des femmes. Donc la majorité, donc aujourd'hui Ikambere, c'est 3 lieux. C'est aussi beaucoup d'actions hors les murs. On a un lieu à Saint-Denis où on accompagne uniquement des femmes vivant avec le VIH. Donc 98% des femmes sont orientées par les professionnels de santé. Donc en plus de la pathologie, elles sont confrontées à un grand nombre de difficultés sociales et économiques. Souvent les médecins nous les orientent parce que madame n'a pas où dormir, madame n'a pas de quoi manger en plus de la découverte de sa séropositivité. Donc on travaille sur des situations qui sont extrêmement lourdes, voilà, des femmes qui apprennent qu'elles sont malades en plus d'un grand nombre de difficultés autour. Et ce lieu, c'est un lieu pluridisciplinaire où on a à la fois des médiatrices de santé, des travailleuses sociales, des assistantes sociales, mais aussi des coachs sportifs, des socio-esthéticiennes, des diététiciennes, des cuisinières, bref, un lieu avec plein de compétences pour accompagner ces femmes à se relever, et avec la volonté vraiment de favoriser ce qu'on appelle l'empowerment, c'est-à-dire permettre à ces femmes de retrouver leur capacité d'agir et leur pouvoir d'agir, parce qu'elles l'ont toutes, mais il faut les accompagner à ce moment-là de leur vie à le retrouver. Et face finalement aux résultats très concluants qu'on a pu obtenir dans le champ du VIH, Ikambere a décidé d'ouvrir un second lieu, de déployer cette méthodologie qui a été développée dans le champ du VIH sur d'autres pathologies. Donc on a ouvert il y a 1 an un nouveau centre à Ivry-sur-Seine qui est dédié donc toujours aux femmes en situation de précarité, mais là qui vivent avec un diabète, une obésité et une hypertension artérielle, qui sont des pathologies qui ont un lien très direct avec la précarité. Déjà, la précarité favorise l'émergence de ces maladies. Et quand on est en situation de précarité et qu'on vit avec un diabète et une obésité, c'est extrêmement difficile de se maintenir entre guillemets en bonne santé, parce que on sait que quand on est diabétique, l'importance de l'alimentation est clé, l'importance de l'activité physique est clé. Donc dans ce lieu, on leur apporte finalement tout ce dont elles ont besoin pour pouvoir devenir actrices de leur santé et actrices de leur vie. On a également créé un lieu qui s'appelle la Maison Reposante, qui est un lieu de répit, parce que beaucoup de ces femmes qu'on accueille dans les centres d'accueil de jour, donc de Ivry et Saint-Denis, elles passent et beaucoup sont en situation d'errance. Donc on s'assure bien sûr qu'elles soient mises à l'abri, mais elles vont passer 1 semaine dans un centre d'hébergement d'urgence, la semaine suivante elles vont devoir changer de lieu d'hébergement. Donc elles sont trimballées en fait de lieu en lieu. Beaucoup d'entre elles ont des enfants. Et il y a un vrai sujet qui est essentiel aussi quand on parle d'empowerment, d'accompagnement des femmes, etc. C'est la question du bien-être qui est essentielle pour beaucoup d'entre elles. Et en fait, on l'oublie parce qu'on est souvent dans l'urgence. En fait, on veut répondre à l'urgence et d'offrir à ces femmes des moments de répit. Donc, on a créé cette maison qui s'appelle la Maison Reposante en plein cœur du Vexin, où elles peuvent pendant 6 jours faire un pas de côté.
de leur quotidien, se retrouver entre elles, entre femmes, créer un groupe d'amitié, un groupe de soutien mutuel pour leur permettre de réintégrer un quotidien souvent compliqué, mais peut-être avec plus de levier et plus de levier en elles pour y arriver. Et puis, on mène également des actions de prévention, de médiation dans des lieux où les personnes sont éloignées du système de santé, et en particulier les femmes, qui sont pour la plupart d'entre elles, qui négligent fortement leur santé. Et dans ces lieux, on cherche à renforcer leur capacité d'agir, leur information autour de la santé sexuelle et des droits. Aujourd'hui, les femmes restent extrêmement vulnérables face aux IST et aux maladies sexuellement transmissibles, pour plein de raisons que je vais pas développer ici, et elles ont besoin d'avoir des informations qui leur permettent d'être actrices de cette santé. Donc on a créé un outil qui s'appelle Réponse pour elles, qui est un outil de prévention autour de la santé sexuelle et des droits. Et l'objectif de cet outil, c'est de former d'autres professionnels à animer des groupes de parole autour de la santé sexuelle auprès de ces femmes, qui sont pour la plupart hébergées dans des centres d'hébergement d'urgence. Libérer la parole autour de ces sujets, c'est essentiel. Leur donner aussi des lieux d'orientation, des clés pour pouvoir s'orienter dans le système de santé. Et aujourd'hui, on mène ces actions directement dans certains centres, et on forme des professionnels partout en France pour les accompagner à animer eux-mêmes ces groupes de parole et à faire émerger ce sujet dans leur lieu d'exercice, dans leur association, dans les centres d'hébergement d'urgence, etc. Voilà, on fait plein de choses. N'hésitez pas à aller voir notre site internet qui est beaucoup plus exhaustif que moi ce matin. Qui vous permettra de comprendre. Et puis, si vous êtes intéressé par ce qu'on fait, n'hésitez pas à venir nous voir. Icambéré, c'est des lieux qui sont à la fois des lieux très sécurisants pour les femmes, mais c'est aussi des lieux d'ouverture où on est toujours très contente d'accueillir des personnes qui sont intéressées par ce qu'on fait, qui veulent apporter aussi leur vision et leurs compétences à nos projets. Merci beaucoup, Fatem Zahra. Est-ce que vous auriez une question pour ces deux jeunes femmes fortement engagées dans l'inclusion et la diversité? Moi, j'en ai une, mais j'ai... Catherine? Ah, c'est compliqué. C'est compliqué de donner un nombre. Alors déjà, parce que je déteste donner des nombres approximatifs. Je vais vous donner les nombres du CASP pour les familles à la rue, puisque c'est ce que vous demandez, femmes et enfants. Aujourd'hui, au CASP, ce sont dans notre accueil de jour famille, donc un accueil de jour qui est dédié aux familles à la rue, femmes avec enfants, parfois couples avec enfants, mais je vous l'ai dit, c'est beaucoup plus rare. Aujourd'hui, ce sont 60 familles qui se retrouvent en situation de rue tous les soirs. Alors, qui se retrouvent en situation de rue, certains diront oui, mais il n'y a pas de famille à la rue. Alors, c'est vrai que je pense pas que vous croisiez forcément le soir quand vous rentrez après une soirée, avoir bu un verre ou je ne sais quoi, des familles à la rue, parce que la maman protège toujours son enfant. Donc la maman va essayer de trouver un endroit pour que le petit et elle se retrouvent au chaud. Donc ils vont chercher une place dans une gare, dans un hôpital, souvent dans les services des urgences, parfois dans un hall d'immeuble. On a beaucoup de récits de mamans avec enfants qui nous disent se mettre dans un octambus pour que le trajet soit le plus long possible et qu'elle n'ait pas à faire réveiller son enfant. Ça aujourd'hui, c'est une réalité. Alors, c'est pour ça que de façon très modeste, on a décidé de tous les mercredis, alors sauf aujourd'hui parce qu'on est là, mais tous les mercredis, on reconstitue sur un trottoir une chambre d'enfant pour dire que ça n'est pas la place d'une chambre d'enfant. Donc ils sont chez nous 60, mais nous sommes 4 accueils de jour pour répondre à votre question à Paris, 4 accueils de jour spécialisés pour les familles. Les femmes se cachent. On les voit très peu dans nos accueils de jour autres que les accueils de jour famille, parce que la violence des accueils de jour, en tout cas ce qu'elles ressentent comme de la violence, fait qu'elles n'y trouvent pas forcément la place. Et c'est pour ça qu'il y a des associations comme Icambéré ou comme d'autres associations qui décident de faire des lieux vraiment dédiés aux femmes pour qu'elles puissent tout simplement se poser. Vous avez parlé de
finalement de nécessité de proposer un petit cocon. Aujourd'hui, on a nous au CAS des accueils de jour où les femmes ne se retrouvent pas forcément. Et donc on réfléchit aussi à des espaces pour femmes ou à des lieux dédiés pour femmes autour de l'accueil. Dans nos centres d'hébergement d'urgence, vous le disiez aussi, les femmes passent. Il y a beaucoup de centres d'hébergement d'urgence qui sont temporaires, donc les femmes restent 1 an, puis elles sont amenées à aller dans d'autres structures d'hébergement d'urgence, et puis dans un hôtel social. Et puis parfois, il y a des tentatives qui vont se faire en province. Alors, c'est pour ça que c'est difficile pour moi de quantifier cette situation. Ce qui est sûr, c'est qu'on ouvre un nombre incroyable de structures d'hébergement d'urgence, parce que l'État, c'est l'État qui nous finance, nous demande de le faire. Donc, on répond évidemment à la sollicitation de l'État qui met des moyens, et ces moyens montrent aujourd'hui que les besoins sont autour des femmes et des femmes avec enfants. On a ouvert, enfin, le CASP a augmenté sa capacité en nombre de places de 50% en 2 ans. On est passé de 400 salariés à 700 salariés, et notre activité, elle est centrée autour des familles et des femmes. Donc c'est une situation, encore une fois, préoccupante, et ce sont à mon sens, des femmes qui ont besoin de réponses très différentes de celles des messieurs dont je parlais tout à l'heure. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'occuper des messieurs. D'ailleurs, c'est un problème parce que plus on ouvre de structures de femmes et pour familles, moins il y a de structures d'hommes. C'est-à-dire que les hommes se retrouvent beaucoup en situation de rue. Pour le coup, je pense que si vous vous promenez à Paris ou dans le nord de Paris, vous allez voir beaucoup de campements. Et ces campements sont très souvent peuplés d'hommes. C'est parce que l'État a dû s'adapter. Donc les structures d'hébergement d'urgence hommes sont devenues des structures d'hébergement d'urgence famille et femmes. C'est une réalité aujourd'hui. Et donc il faut évidemment aussi que on prenne en charge ces hommes qui en ont grandement besoin. On va pas parler que des femmes. Il faut aussi que les hommes continuent à avoir des places en centre d'hébergement d'urgence. Et aujourd'hui, c'est un public, qui chasse l'autre. Même si, ensemble, je pense qu'on est absolument convaincus que la fragilité de la femme et évidemment de l'enfant les rend prioritaires et qu'il faut impérativement que cette politique d'hébergement soit renforcée. Nous réclamons un plan d'urgence pour les familles et pour les femmes, parce que ça reste encore une problématique qui est en nombre gérable. On peut trouver des solutions. Il suffirait que les associations, les acteurs institutionnels, l'ensemble des acteurs institutionnels, parce que parler de femmes, c'est parler de femmes dans sa globalité. Il y a plein de sujets derrière la précarité et la femme. Si tous les acteurs se retrouvaient autour d'une table et qu'on se mettait à bosser ensemble et qu'on se disait comment faire pour arrêter cette hémorragie absolument insupportable, je vous assure qu'on trouverait des solutions. On en a trouvé. Juste, pardon, c'est important. On a l'année dernière accueilli des personnes en provenance d'Ukraine. La situation était intolérable. Il fallait évidemment qu'on puisse aider ces personnes en situation de guerre. Et en France, on a mobilisé des moyens formidables. Tous les acteurs se sont retrouvés autour d'une table. On a trouvé des solutions immédiatement. Les moyens humains et financiers ont été réels. Faisons la même chose pour toutes nos femmes et pour tous nos enfants qui sont en situation de précarité, qui sont en situation de rue. Pardon. Non, ce cri du cœur, il est beau à entendre. Il vient effectivement d'une nécessité, mais il est beau à entendre. Ne vous excusez pas. Je veux juste m'assurer aussi que Fatem Zahra ait le temps de répondre si vous souhaitiez donner quelques chiffres également, comme demandait Catherine, par rapport à Ikambéré. Alors, je peux vous parler des chiffres du nombre de femmes qu'on accompagne dans nos centres. À Saint-Denis, on accompagne environ 500 femmes par année. Et à Ivry-sur-Seine, sur cette première année, on a accompagné 120 femmes. Merci à toutes les deux. Pour respecter le temps de chacun, je vais vous inviter à rejoindre le premier rang et je vais inviter le deuxième panel sur la précarité liée au genre. Donc on a Véronique, Shiraz et Maude et on applaudit bien évidemment Fatem et Aurélie. Merci beaucoup. Petite inclusion dans l'agenda. Après nos 4 petites tables rondes, on va vous ouvrir également l'accès à toutes les panélistes pour que vous puissiez poser de plus amples questions. Mais il nous semblait important de pouvoir vous donner accès à toutes les panélistes dès le départ et ensuite de pouvoir continuer à travers les questions. Bonjour.
Bonjour mesdames. Alors je vais vous laisser vous présenter et ce que vous faites à travers vos actions, vos associations. Et on va pouvoir après engager également des questions. Qui veut commencer? Allez. Bonjour et merci pour votre invitation. Alors j'espère que vous allez m'accepter parce que je ne représente pas une association, je suis une fonctionnaire. Je suis sage-femme PMI pour la ville de Paris et dans un poste un peu particulier qui a été créé dans le cadre du plan de lutte contre la grande exclusion de la ville de Paris. Et donc je suis en PMI hors les murs. C'est-à-dire que je ne suis pas dans les lieux habituels de la PMI, mais ma mission était d'aller vers les femmes enceintes en situation de rue. Et il m'est arrivé, très vite j'ai compris que pour rencontrer ces femmes, toutes ces familles étaient facilement orientées par le 115 vers les accueils de jour. Et du coup, au fur et à mesure que ces accueils de jour se sont créés sur la ville de Paris, j'ai proposé une permanence dans ces différents lieux. Donc j'ai fait une immersion dans le monde du social. Et donc j'y suis chaque semaine. Et chaque semaine, l'équipe de chaque accueil de jour est très attentif à ces familles et m'oriente les femmes qui sont enceintes ou qui viennent d'accoucher ou qui ont un besoin d'une orientation gynéco. Et donc j'accueille ces femmes dans un petit bureau. Et c'est toujours un temps très fort. Parce que si je commence d'emblée par le problème médical, je crois que ça fait un flop. Donc d'abord c'est un temps d'accueil, un temps de essayer de comprendre d'où elles viennent, leur parcours, etc. Et petit à petit, tout ça va m'amener en effet à proposer une orientation une orientation le plus vite possible vers un parcours de soins, vers un centre spécifique, vers le droit commun en fait. En fait, quand j'ai commencé, mon cauchemar c'était les inscriptions en maternité. J'y arrivais jamais. Parce que ces femmes avaient perdu tous leurs papiers en traversant la Méditerranée, parce que elles n'avaient pas de domiciliation ou qu'elles n'avaient pas de domicile. Il y avait toujours quelque chose qui bloquait vraiment l'inscription en maternité. Et j'ai une direction qui était très attentive à mes problématiques et du coup qui a créé, alors c'est un petit clin d'œil parce que c'est juste à côté, qui a créé le centre de protection maternelle infantile de l'Hôtel-Dieu où on accompagne toutes les femmes qui sont sans hébergement, avec ou sans couverture sociale, pour le suivi de la grossesse, quand il n'y a pas de pathologie associée, en tous les cas jusqu'au 7e mois de grossesse. Et ce centre, il est situé juste à côté, il est situé dans l'Hôtel-Dieu, et l'inauguration s'est faite le jour de l'incendie de Notre-Dame. Mais depuis l'ouverture, c'est toutes mes collègues qui se relaient dans ce centre, elles ont accompagné à peu près 1800 femmes en situation de non-hébergement. Et moi, dans les accueils de jour, pour vous donner une petite idée, uniquement les femmes enceintes que j'ai pu rencontrer dans ces 4 accueils de jour où je me rends chaque semaine, j'ai rencontré en 2022 262 femmes enceintes. Et je vous parle pas des mamans avec des bébés, etc. Uniquement les femmes enceintes. Et sur ces 262 femmes enceintes, il y en avait plus de 100 qui étaient sans aucun suivi de grossesse. Et donc l'urgence, c'est de les mettre vite dans un parcours de suivi de grossesse. Et ce CPM cité m'aide énormément, justement, me facilite énormément les inscriptions. Alors seule, je pourrais pas faire grand-chose. Et vraiment, je salue tous ces accueils de jour et toutes ces associations qui accueillent ces femmes au quotidien, ces familles au quotidien. Et voilà, je pense que c'est tout ce réseau associatif qui est aussi une aide extrêmement précieuse pour nous les soignants. Merci Véronique. Shiraz, peut-être que tu veux prendre la suite. Petit mot sur Véronique. Lorsque j'ai eu l'occasion, le plaisir de rencontrer Véronique, elle m'a dit « Mais pourquoi vous m'invitez moi ? Je suis pas la tête d'une association. » Et vous avez compris, je pense, pourquoi elle a été invitée au Philanthrolab. Je pense que cette proximité du quotidien, cette aide qui est venue simplement d'un constat, encore une fois, fait sur le terrain, d'une nécessité d'apporter. Et ce lien a perduré avec Shiraz. Donc peut-être à toi, Maud, vous m'en voudrez pas de passer par vous.
Donc bonjour à tous. Donc moi je suis Shiraz Kachmar. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui dans cette salle autour de cette table ronde avec des femmes toutes engagées, militantes et brillantes. Donc moi je vais vous parler de Ofemima. Donc Ofemima a été créé suite à un constat, donc l'augmentation de la précarité chez les femmes. Donc il y a quelques années, on rencontrait dans la rue des hommes et il y a une dizaine d'années, on a vu de plus en plus de femmes, puis des femmes enceintes, des femmes avec des bébés. Donc grâce à mon expérience professionnelle, donc de sage-femme engagée, de cadre de santé, et mon expérience associative, donc sur le terrain auprès de ces femmes, j'ai pu par exemple suivre la même femme à la fois à l'hôpital, donc en voyant ses difficultés pour avoir un suivi de grossesse normale, puisque c'est souvent des suivis chaotiques, avec des fois l'incapacité d'honorer les rendez-vous de suivi, les retards et tout ce que ça peut impliquer sur la santé. Et aussi donc ces femmes, la même femme que je suivais donc plutôt sur le terrain et où là je voyais d'autres difficultés, celle de pouvoir se loger, de pouvoir se nourrir, se vêtir, elle et sa famille. Donc suite à cela, j'ai souhaité créer donc l'association Ofemima, donc qui a pour mission première donc de lutter contre les inégalités de santé, contre les inégalités sociales et de santé des femmes, et donc plus précisément en période de périnatalité, puisque c'est mon domaine et puisque malheureusement on a de plus en plus donc de femmes enceintes et de jeunes mères qui se retrouvent en situation de errance, avec un impact très néfaste sur leur santé et sur le lien qu'elles peuvent avoir avec leur bébé. Donc je vais vous parler de quelques actions d'Ofemima parmi tant d'autres. Donc la première, c'est vraiment de pouvoir accueillir ces femmes. Donc c'est une approche plutôt holistique dans laquelle on propose un accompagnement global où dans un endroit on peut aborder donc tous les sujets, à la fois les problématiques liées au suivi de santé, mais aussi aux problèmes administratifs, juridiques et puis faire le nécessaire pour qu'elles aient un lien avec donc le réseau existant. La deuxième action, donc, c'est celle de vraiment renforcer le suivi médico-social. Donc je rejoins un petit peu Véronique, je rejoins ce que disait aussi Aurélie avec le CASP, c'est qu'il y a vraiment besoin de pouvoir travailler en réseau, de se coordonner dans nos actions pour pouvoir accompagner au mieux ces femmes. Et donc le troisième point, troisième action essentielle, donc c'est vraiment prévenir les violences, puisque c'est des femmes malheureusement qui rencontrent énormément de violences en tout genre, donc qui subissent en étant à la rue donc des agressions sexuelles, qui sont victimes de violences institutionnelles. Donc notre objectif, c'est de pouvoir les accompagner au mieux, d'être présent en fait au moment où on a la fermeture, par exemple des accueils de jour, où les femmes sont en attente d'hébergement au 115. Donc voilà, l'objectif, c'est aussi de rejoindre donc cet écosystème et de pouvoir travailler tous ensemble. Donc pour finir, juste un petit mot sur ce jour des droits de la femme. Donc on est d'accord que c'est important de le célébrer, mais voilà, je tenais aussi à insister sur le fait que tous les jours, il faut honorer ce droit des femmes. Donc voilà, je vais finir avec ça. Merci Shiraz. Et que je suis incubée, bien sûr, au Philanthrolab. J'ai la chance d'être incubée au Philanthrolab. C'est une information très importante, ce qui me permet d'avoir vraiment des bases solides dans la création de ce projet. Merci beaucoup Shiraz. Et lorsqu'on parle des précarités liées au genre, on ne peut évidemment éviter le sujet des règles. Donc je passe la main à Maude. Bonjour à toutes et tous. Je suis ravie de vous entendre dire évidemment, parce que il y a quelques années, c'était pas si évident. Je suis pas sûre que ça le soit encore tout à fait, mais en tout cas, c'est ce à quoi on s'attelle au quotidien avec Règles élémentaires. En quelques mots, mais peut-être repartir de la base, en fait, de la définition de la précarité menstruelle. J'espère que vous en avez toutes et tous déjà entendu parler. En tout cas, ce sera signe que les choses avancent. La précarité menstruelle, c'est simple, en fait, c'est le fait que le fait d'avoir des difficultés finalement pour accéder à des protections périodiques, voilà, qui sont un besoin essentiel, mais qui ne sont pas aujourd'hui reconnus comme tels. Je peux vous donner des chiffres. On parlait de chiffres tout à l'heure, des chiffres tout récents, puisqu'on a sorti hier une nouvelle étude pour vraiment faire prendre conscience, de l'ampleur de ce phénomène. Et on chiffre aujourd'hui à près de 4 millions le nombre de femmes en situation de précarité menstruelle en France.
Donc effectivement, c'est une inégalité liée au genre, mais c'est même plus que ça, une inégalité liée à la biologie, à la physique, à la physiologie des corps. Et c'est peut-être aussi pour ça d'ailleurs que c'est un des derniers sujets qui a été abordé dans le cadre de la précarité liée aux femmes, puisque c'est un sujet qui a été longtemps considéré comme sale, puis tabou, puis intime. En tout cas, tout un tas de qualificatifs qui fait que surtout ne nous en occupons pas dans la sphère publique. Voilà, quand on dit aujourd'hui qu'il y a près de 4 millions de femmes qui sont pas en capacité d'avoir accès à ces protections, qui ont des difficultés pour avoir accès, ça veut concrètement dire que c'est autant de personnes en fait qui sont contraintes soit de rester chez elles, donc de pas aller travailler, de ne pas pouvoir suivre leurs études correctement, mais globalement en fait, on se doute bien que ces femmes-là elles trouvent des solutions, qu'elles essayent quand même en fait de mener une vie normale parce que sinon c'est pas possible. Et donc du coup, ça veut aussi dire que ce sont des femmes finalement qui trouvent des solutions de fortune. Voilà, la liste est longue, hein, du papier journal, du sable, des protections qu'on garde trop longtemps. Et là, en plus en fait des conséquences sociales et puis des conséquences sur leur vie, s'ajoutent des conséquences sanitaires, évidemment, sur leur santé, voilà, qui peuvent aller d'une simple, on va dire, démangeaison à des logiques d'infection plus globales. Et puis surtout, ce qu'il faut constater, c'est que ça permet pas finalement de pouvoir vivre. Enfin, ça leur permet pas de pouvoir vivre leur vie dans des conditions normales. Du coup, depuis la création de l'association en 2015 par Tara Euzé-Sarmini, donc qui était étudiante à l'époque et qui a découvert, j'ai envie de dire, un petit peu ce phénomène quand elle était étudiante à l'étranger. Elle est revenue en France et finalement, elle s'est rendue compte que rien n'était fait sur ce sujet et que le concept même en fait n'existait pas. Alors évidemment, c'est pas que le sujet n'existait pas. Et donc depuis 7 ans maintenant, l'association mène différentes actions pour pouvoir lutter contre cette précarité menstruelle. La première, et qui est toujours le cas aujourd'hui, c'est de pouvoir apporter une solution concrète, c'est-à-dire apporter concrètement des protections à ces femmes qui en ont besoin. Et pour ça, on s'appuie sur un réseau d'associations partout en France. Donc certaines sont ici dans la salle pour pouvoir. Et donc nous, on se charge de collecter auprès notamment des citoyens et des citoyennes qui veulent s'engager à nos côtés, des protections périodiques pour les redistribuer aux associations qui prennent en charge ces femmes. Donc ça, c'est une des premières activités qu'on a déployées et qu'on continue, puisqu'aujourd'hui encore, il n'y a pas de solution radicale qui a été apportée à ce projet, même si je pourrais peut-être revenir 2 minutes. Peut-être que certains et certaines d'entre vous ont entendu parler de la mesure qui a été annoncée hier par la Première ministre. Donc, on prendra quand même le temps de savourer 2 minutes cette petite victoire, mais en tout cas, ça ne concerne pas aujourd'hui toutes les femmes, malheureusement. Donc, il est toujours urgent de pouvoir continuer à collecter, à redistribuer ces protections. L'année dernière, à titre d'exemple, l'association a collecté près de 6 millions de protections et les a redistribuées à près de 300 000 femmes. Et le deuxième point sur lequel on travaille vraiment au quotidien, c'est ça en fait, c'est d'alerter sur ce sujet, c'est de documenter ce sujet, parce que finalement il y a la précarité menstruelle, mais il y a le sujet des règles plus globalement, qui reste un sujet très peu adressé, très peu connu, encore un peu caché, et qui a des conséquences sur la vie de millions de personnes en France et au-delà. Même des questions de précarité sur la scolarité des personnes qui ont la règle, sur leur vie en entreprise, sur leur santé, puisqu'on sait aussi qu'il y a beaucoup de pathologies qui sont aujourd'hui liées aux règles, qui sont mal connues, mal diagnostiquées et donc mal traitées. Et donc ça, c'est aussi un travail qu'on mène au quotidien, de pouvoir alerter à la fois le grand public, les institutionnels et puis les citoyens et les citoyennes sur ce fléau qui, on l'espère un jour, sera du passé. Voilà. Merci beaucoup, Maude. Petit Petit instant pour revenir sur cette annonce effectivement faite par Madame la Première ministre, qui est un point majeur, de pouvoir avoir ces remboursements dès 2024. Alors on dit dès 2024, mais on est en 2023, donc je pense que c'est toute l'existence effectivement d'avoir besoin de ces transitions, et il y aura toujours effectivement des besoins annexes, c'est le mot qui se prête à la description, mais qui ne sont pas annexes dans ces cas-là. Même une fois avoir ce remboursement fait, il faut pouvoir dépasser. Et peut-être préciser que du coup, l'annonce qui a été faite concerne les moins de 25 ans, voilà. Ce qui est en soi vraiment essentiel, puisque on sait aujourd'hui que près d'une jeune femme sur 2 en fait est en situation de précarité menstruelle. Donc c'est vraiment une population qui est très très touchée par le sujet. Donc c'est évidemment essentiel. Après, la question se pose, sur les 4 millions de femmes finalement qui ont été identifiées, 3 millions ont plus que 25 ans. Donc on pourrait espérer que cette mesure soit déployée, mais probablement dans les prochains mois. Première étape. Des questions pour Maude, Shiraz ou Véronique ?
Comment ça? Oui, tout à fait. Alors, on l'a dit un peu entre les lignes, mais effectivement, la première ministre, donc dans le plan, alors, elle a annoncé lundi soir, mais ça a été repris aujourd'hui dans le plan qui a été annoncé du coup dans les 100 mesures pour l'égalité femmes-hommes. Une des mesures est de prendre en charge à partir de 2024 les protections réutilisables, les protections périodiques réutilisables pour les moins de 25 ans. Alors on n'a pas tout à fait de détails encore sur les mises en œuvre, mais globalement c'est quand même une avancée assez historique, historique notamment parce que, en tout cas à ma connaissance, je crois que je suis assez renseignée quand même, aucun pays n'a jamais mis en place une mesure aussi radicale, c'est-à-dire aussi globale. Les exemples qu'on a dans d'autres pays, et notamment celui qui est le plus à la pointe entre guillemets, qui est l'Écosse, le parti qui avait été pris, c'était de mettre à disposition de manière massive des protections dans les lieux publics, dans les lieux d'enseignement notamment, mais c'était pas lié à une personne en fait, c'était pas lié à un droit, voilà, un droit lié à une personne. Donc nous on trouve que l'approche elle est très positive parce qu'elle va s'assurer que finalement chaque personne qui a besoin de moins de 25 ans aura accès à des protections et donc c'est vraiment ambitieux. Après il y a une petite point de nuance qui est quand même que ce sont des protections réutilisables qui ont été ciblées et ce qui est en soi intéressant parce qu'effectivement ces protections qui sont donc là on parle de culottes menstruelles, de cups ou de serviettes lavables, c'est des protections qui sont évidemment plus respectueuses de l'environnement, on peut que souhaiter aller dans ce sens, mais ce sont pas forcément des protections qui sont adaptées à toutes les personnes. On parlait notamment là, pour revenir un peu au sujet, aux personnes en situation de précarité, elles sont aussi présentes chez les jeunes. Voilà, avoir des protections lavables, ça suppose d'avoir un lieu pour les laver, ça suppose d'avoir accès à un point d'eau, ça suppose de pas vivre dans une collectivité où ça peut être dérangeant de faire sécher des culottes, etc. C'est les cas qu'on a par exemple en prison, où en fait les protections réutilisables sont très difficiles à utiliser parce qu'en fait c'est pas possible de... Et c'est pas que pour des conditions sanitaires, c'est juste c'est compliqué pour les détenus de faire sécher leurs culottes en face des autres détenus en fait. Donc voilà, donc c'est pas forcément adapté à tout le monde. Et par ailleurs, nous on insiste aussi sur le fait que chaque protection, enfin voilà, ça doit rester un choix personnel. On a toutes des règles différentes, des flux différents, des envies différentes, des contraintes de travail, de vie différentes. Et donc nous ce qu'on prône c'est le développement de tout un tas de protections qui soient le plus variées possible pour qu'on ait le choix en fait. Et donc la logique d'imposer un type de protection a clairement ses limites, mais bon, aujourd'hui, on n'a vraiment pas les modalités de mise en œuvre encore de cette réforme, et je pense qu'on ira nous aussi dans ce sens de pouvoir élargir au maximum ce qui est possible pour que chacune puisse trouver les protections qui soient adaptées. Merci Maud. Vous savez, quand vous parlez, ça m'évoque une situation, c'était justement au CASP, et c'était une petite jeune de 13 ans qui était en situation de rue avec sa famille, et elle avait ses premières règles ce jour-là. Et je me souviens que toute l'équipe avait entouré cette jeune, enfin voilà, discrètement, mais avoir ses premières règles à la rue, c'est quelque chose. Et sur ces questions, lorsqu'on a pu échanger, et Maud, vous avez touché sur des actions concrètes qui peuvent être faites dès à présent. Des petits exemples, je me rappelle de nos conversations où toutes les deux vous me disiez mais il y a des petites choses, c'est pas grand chose, ça semble bête. Vous voulez partager un petit peu puisque Maud est aussi là pour faire récolter certaines des pensées, des idées que vous avez, Maud, Mao, excusez-moi, et de pouvoir partager certaines des idées que vous aviez eues, qu'on avait pu évoquer lors de la préparation. J'ai un rêve. J'ai un rêve, il n'est pas inaccessible. On est nombreux, il y a beaucoup d'associations, il y a des restaurants solidaires sur la ville de Paris, un peu partout. Sauf que les gens n'y ont pas accès parce que ils se font contrôler dans le métro tout le temps. Alors j'imagine un pass Navigo périnatalité. Du moment où vous êtes enceinte, puisqu'on parle des 1000 premiers jours, jusqu'aux 2 ans de l'enfant, que les mamans puissent se déplacer. L'autre jour, j'en avais inscrit une pour des cours de préparation à la naissance. Elle s'est fait arrêter dans le bus. Elle a une amende de 86 €. Elle n'a pas un sou en poche. Comment elle va faire, cette dame? Et quand elle a dit « mais j'ai pas de papier, j'ai rien », on lui a dit « bon, on appelle la police alors ». Enfin, il y a cette frayeur tout le temps. Et moi, j'ai des cartes de restaurants de la ville de Paris. J'ai 12 restaurants à disposition. Sauf que c'est des familles qui sont en mouvement tout le temps. Un jour, elles vont aller dormir dans le bus. Une autre fois, ça va être dans une cage d'escalier, etc. Elles seront jamais sur le... Enfin, voilà. Pour qu'elles puissent se déplacer facilement en toute sécurité, au moins qu'il y ait ce pass. Merci.
puisque j'ai le micro, je le garde encore un petit peu. Je voudrais juste dire combien je suis admirative, mais vraiment, j'en ai des frissons. Quand les femmes me parlent de leur parcours, de la souffrance qu'elles ont connue au pays, parce qu'on part jamais de son pays. Pour rien, on quitte pas sa famille, ses amis, son environnement pour se lancer sur ces routes du Niger, de la traversée de l'Afrique. Et ce qui les attend, que ce soit au Maroc, en Tunisie ou en Libye. Enfin, vraiment, on a des récits d'horreur. Et après, il y a cette traversée de la Méditerranée, des femmes qui ne savent pas nager, qui ont eu des récits terribles et qui voient se noyer sous leurs yeux des amis, enfin, des personnes qui sont parties avec elles ou sur le bateau d'à côté. Puis après, elles arrivent ici à Paris et c'est pas non plus beaucoup plus joyeux. Moi, je suis toujours terrifiée par les femmes qui sont seules. C'est celles qui me font le plus peur. Elles sont seules, les hommes tournent autour et proposent mille et une belles choses. Et finalement, ça se termine toujours par des rapports non consentis, etc. Enfin bon, voilà. Donc cette mise à l'abri, pour moi, elle est absolument urgente. Urgente. En tous les cas, je voudrais juste terminer sur la dignité de ces femmes. La dignité et le courage qu'elles développent. Elles sont vraiment extraordinaires. Je rejoins totalement Véronique qui a quasi tout dit, mais ce qui est très important, c'est que, je pense qu'on partage un peu toute la même chose, c'est qu'on apprend énormément aussi auprès de ces femmes, puisqu'on les aide, mais elles nous apportent aussi également, puisque on apprend. Moi, j'ai vraiment découvert la résilience, la force, la combativité, et ce qui est très important, c'est de pouvoir aussi se réunir, associations, institutions, fondations, et de pouvoir travailler tous ensemble, réunir nos idées, nos compétences, parce que malheureusement aujourd'hui, on a donc des institutions qui travaillent d'une part sur un sujet, une association qui va traiter d'un autre sujet, et c'est des femmes, comme disait Véronique, qui vont se retrouver à se balader dans toute l'Île-de-France, un hôtel proposé dans le 95, un colis vestimentaire à Paris, une démarche administrative pour la demande d'asile dans le 91, et c'est vraiment la réalité de leur quotidien. Donc moi, ce que je voudrais du coup aujourd'hui, pareil, si j'avais un rêve, ce serait vraiment celui qu'on puisse travailler tous ensemble, vraiment se réunir nos compétences pour accompagner au mieux et améliorer donc leur santé physique, psychique, et surtout éviter tous ces traumatismes en fait que peuvent avoir ces enfants, puisque on le constate, tous ces enfants. Bon, Véronique a parlé de cette jeune fille qui a eu ses règles dans la rue. Il y a bien d'autres choses qui se passent aussi, des agressions. On en parle peu. On a parlé donc des grossesses. Donc nous on le sait parce qu'on est sage-femme, mais il y a des morts fétales qui sont vraiment liées au contexte de précarité. Et aujourd'hui, quand je dis qu'il y a des femmes avec des bébés qui sont là à quelques kilomètres dehors, j'ai toujours face à moi une personne étonnée qui se dit mais c'est réel? Oui, c'est réel. Il y a vraiment des femmes aujourd'hui dehors avec des bébés, et c'est pour ça que chacune, on essaye de travailler de notre côté pour pouvoir les accompagner. Et aujourd'hui, on a la chance d'être réunis, mais ce serait bien qu'en sortant d'ici, on puisse toutes échanger nos coordonnées et vraiment prévoir de se réunir et de parler ensemble de comment on peut aider ces femmes. Merci Shiraz. Merci mesdames pour ce thème de la précarité liée au genre qui nous touche tous, et je trouvais ça merveilleux d'entendre ce petit bébé alors qu'on était en train de parler de bébé et de grossesse. Merci mesdames. Merci à vous. Et nous allons maintenant parler des violences ciblées envers les femmes avec Florence. Florence, vous êtes là. Thomas. J'ai ravie d'avoir Thomas qui nous rejoint également, et Blanche. Également ravie. Je vous laisse vous présenter, vos associations, les merveilleuses actions que vous faites au quotidien. On y va. C'est mon privilège de masculin, alors je vais le dire comme ça. Tout d'abord, bonjour. En vous écoutant toutes, je me suis dit comment je vais commencer ce petit discours, on va dire, pour présenter l'association.
Et en fait, j'avais envie de rappeler un chiffre qui va au-delà de la question de l'association. C'est que le ministère chargé à l'égalité femmes-hommes est le plus petit ministère. Il faut savoir qu'il est doté d'un budget de 42 millions. Alors peut-être que l'enveloppe a été un peu augmentée pour l'année dernière. Bon, si on répartit sur l'ensemble des ministères, on sait que ça va toucher 120 millions. C'est un peu le discours du gouvernement. Et pour autant, on estime un besoin équivalent à 1 milliard pour prendre en compte la question de l'égalité au sens strict. Moi, j'avais envie de dire ça parce que comme il y a une volonté de s'unir, faire des ponts et d'échanger autour de nos complexes travaux du quotidien, et pour autant, s'ils paraissent isolés, moi je vois plein de choses qui s'entremêlent et qui montrent qu'il y a quelque chose de généreux, de combatif, de militant et de social et de tout ce qu'on pourrait imaginer de vocabulaire qui pourrait enchanter, parce que franchement, je voudrais remercier tous ces beaux combats qui sont menés. Tout ce que j'entends là, ça me déstabilise, ça me fait presque trembler en prenant le micro, donc j'en profite pour introduire cette discussion et cette présentation par ce chiffre-là qui me semble essentiel, que ce soit sur la question de la précarité, des violences et de l'inclusion en général. Bon, alors moi, qui je suis et d'où on vient, on a monté une association avec Inae Benabin qui est dans le coin, qui a piqué mon téléphone, j'avais tout mon discours dessus, voilà. Et donc je me suis dit, comme tout le monde arrive à parler sans feuille et sans prise de notes, non, ça ira très bien, je vais tenter à l'effort de parler comme ça. Donc on a créé une association qui s'appelle En Avant Toutes. Je sais pas si vous connaissez. Non. Bon ben voilà. Donc je vais essayer de vous la présenter de manière succincte. Alors En Avant Toutes, en 2 points, les 2 objectifs, c'est de lutter pour la fin des violences et lutter pour l'égalité des genres, notamment auprès des jeunes et publics LGBTQIA+. Alors bon, on me dit comme ça, c'est un peu abstrait. Comment on fait ? C'est assez simple. Enfin simple. On va dire que c'est assez simple dans la manière dont je vais essayer de le traduire. C'est qu'on a mis en place un dispositif d'écoute à l'écrit, anonyme et bienveillant, par l'intermédiaire d'un chat qui s'appelle commentonsaime.fr. On n'a pas créé l'outil chat, on a créé la manière de répondre. Et ensuite, on fait du travail de prévention. Donc il y a du travail de prévention sur le numérique via une communication positive. Et un travail de prévention auprès des établissements scolaires professionnels qui sont en relation avec les jeunes et autres professionnels qui s'intéressent au sujet, sur la question des violences conjugales en général, orientation sexuelle ou de prévention. Donc une fois que j'ai dit ça, pour vous donner un petit peu le chemin de comment nous on a pensé cela, en fait on est arrivé dans un moment où en 2013, avant MeToo, on travaillait auprès d'une fédération, moi de mon côté social, ancien éducateur, notamment de prévention spécialisée, et Inae plutôt qui travaille dans les institutions, s'est dit il faut aller à la rencontre des jeunes, parce que les jeunes sont un peu le public hors radar sur ces questions-là. Et comme on sait qu'il y a un principe de continuum, on a interrogé cette question du continuum des violences, et on s'est dit qu'il fallait pouvoir travailler à la racine. Alors ça paraît un peu bizarre de dire ça comme ça, mais il fallait pouvoir travailler à la racine et d'une manière un peu différente. En gros, le prisme des violences conjugales, il y a 10 ans, était très concerné, ou dans l'imaginaire, beaucoup une femme victime de violences qui avait 35 ans, des enfants, et qui se retrouvait donc battue. En plus, on parlait de femmes battues, alors que les violences sont bien multiples. Et donc, nous, on s'est dit non, il faut regarder qu'est-ce qui se passe du côté de la jeunesse, mais le travailler en réseau. Aussi, on s'est intéressé au réseau qui existait, la Fédération nationale Solidarité Femmes, réseau dans lequel on est au conseil d'administration, avec En Avant Toutes, et on s'est dit, pour travailler avec ce réseau, il va falloir qu'on amène quelque chose peut-être de différent, de nouveau, et donc on a voulu transformer l'image, c'est un peu bizarre vous allez dire, mais en communication positive de la représentation des violences. Et nous, plutôt de parler de violence, on a voulu parler de relations saines, on a voulu parler d'amour. Parler amour et violence, vous allez dire, c'est presque un antinomique, et en fait c'était une manière d'aborder toutes les logiques de prévention par une communication positive pour aller chercher les jeunes sur un espace où ils et elles sont, c'est-à-dire l'espace numérique. L'espace numérique qui, comme tout à chacun, vous le savez, est l'espace qui aujourd'hui est envahi, s'infiltre dans nos vies. On fait les démarches administratives par le numérique, on fait ses achats par le numérique, on rencontre les gens par le numérique, on est en relation via le numérique. Une jeune aujourd'hui, c'est 5 heures d'écran par jour.
Donc, il faut vraiment considérer qu'il y a ce qu'on appellerait presque une identité numérique et une identité un peu au réel. Et cette identité numérique, elle blesse, elle peut faire du mal, mais c'est aussi l'entrée pour pouvoir aller en contact et en relation avec les jeunes. Voilà. Alors quand je dis jeunes, peut-être que c'est aussi un terme abstrait. Hein, la jeunesse, c'est un agrégat un peu complexe. Mais nous, on travaille avec les jeunes donc mineurs de 11 à 26 ans en général. Et donc ce qui fait qu'on est à la porte du droit des femmes d'un côté et à la porte de la protection de l'enfance. Ce qui fait que notre service d'écoute, donc de premier plan, est un service qui va rediriger et s'appuyer sur tout un réseau pour pouvoir prendre en charge les victimes que l'on accompagne à l'écrit, ou du moins que l'on écoute dans un premier temps et redirige dans un second temps. Mais pour finir, parce que je peux être très bavard, pour finir, en fait, on se rend compte qu'il y a très peu de structures qui savent accueillir les jeunes dans leur spécificité. Alors, c'est pas du tout un manquement des structures, elles sont déjà bien occupées et préoccupées, et on s'en est rendu compte avec l'ensemble des services d'hébergement de la Fédération nationale solidarité femmes, des services de lieux d'écoute, d'accueil et d'orientation aussi de ce réseau et du FNCIDFF et autres réseaux avec lesquels on travaille, c'est que tout simplement ça demande un langage, une manière d'articuler sa réponse, son accompagnement que les jeunes attendent, où ils n'ont pas du tout envie d'être pris de haut ou entendus d'une manière où leur relation elle est moins importante qu'une relation d'une femme victime de violence conjugale, etc. Sachant qu'il faut savoir une chose, on estime une jeune sur 7 victime de violences amoureuses au sein de son couple, ou violence conjugale, on va dire ça comme ça, contre 1 sur 10 pour les femmes au-delà de 25 ans. La dernière chose que je voudrais dire, c'est si on a monté cette association inclusive et féministe, c'est qu'on est parti d'un constat qui pour nous est essentiel, c'est pour ça qu'on s'inscrit dans un accompagnement spécifique féministe, c'est qu'il y a une prévalence de la domination masculine et que pour pouvoir faire des messages de prévention, pour pouvoir travailler sur les stéréotypes, pour pouvoir accompagner sur les violences, il faut avoir une logique de déconstruction, reconstruction basée sur une analyse féministe. Et donc, pour cela, on l'incarne par notre discours de prévention positive, comme je le disais tout à l'heure, mais on l'incarne aussi via la manière d'accompagner les femmes, les jeunes femmes victimes de violences, les personnes LGBTQ+, victimes de violences, avec cette méthodologie-là, cette pratique-là, qui les amène, on espère, de plus en plus vers le droit commun. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop bavard. Est-ce que c'était clair? Oui, c'est vrai. Ok, très bien. Puisqu'on parlait de chiffres tout à l'heure, il y a quelque chose qui m'avait marqué lors de notre discussion, parce que quand on parle de jeunes, de technologie, de chat, c'est quelque chose qui peut être dans l'instantané, et l'accès est effectivement instantané, mais si ma mémoire ne me fait pas défaut, Thomas, vous m'aviez dit qu'en général, un chat durait 50 minutes. C'est-à-dire que la durée, elle est là. C'est-à-dire que le besoin, il est là. C'est simplement l'outil qui est très approprié à la population. Mais l'intensité des échanges et la profondeur des échanges avec ces professionnels est véritablement là. Exactement, on est 53 minutes en moyenne. Bon, sur les chiffres, on est à 15 000 chats déjà. On est à peu près à 7 000 chats par an, 7 000 discussions. On a un service de professionnels d'écoute, qui sont des psychologues, des travailleuses sociales, des juristes. L'idée, c'est de professionnaliser aussi la profession, parce que comme on travaille avec un environnement féminin et en plus sur un principe de lutte et d'accompagnement social, au départ, les interlocutrices ou interlocuteurs qu'on avait pour les financements, ils étaient là, mais c'est bénévole forcément. Enfin, ça doit être bénévole votre travail. Et non, nous on valorisait. Je me souviens de Inae au centre Hubertine Auclair qui avait mis un peu le point sur la table en disant mais si nous on vient là discuter de l'expertise jeune que l'on a, il faut valoriser notre travail quand on est présent, quand on vient au HCE et qu'on demande aux associations. Je dis ça parce que quand je vois toutes les directrices, les personnes qui viennent ici, c'est le temps de présence. C'est un temps qui doit être valorisé, l'expertise doit être valorisée, il faut la mettre en avant, il faut occuper l'espace aussi numérique, je reviens bien là-dessus, notamment, parce que on pense toujours à le réguler, mais en fait on se rend pas compte à quel point il faut créer du contenu qui interroge, qui donne à voir et qui propose en fait. Il faut vraiment s'attarder là-dessus. L'espace numérique, c'est un espace qui est quand même très dominant et très masculin. Donc faisons-en. Merci beaucoup. C'est passionnant, effectivement.
Et sur ce sujet des jeunes filles, non pas pour vous redonner le micro, mais pour le donner à Florence, si Blanche, parce que je pense qu'il y a un lien qui est intéressant effectivement de cette prise de conscience chez des jeunes de cette relation amoureuse qui est pas forcément saine. Et effectivement, Florence, par rapport alors nous, bon, moi je représente le GAMS. Il y a peut-être parmi vous des gens qui le connaissent déjà. GAMS, ça veut dire Groupe pour l'abolition des mutilations sexuelles. Donc s'il s'agit de violences ciblées, là, nous on est vraiment dans le créneau violences ciblées, sachant que c'est notre action, donc c'est abolition des mutilations sexuelles et de toutes les violences, disons toutes les atteintes à la sexualité de la femme, au sexe de la femme, mais que notre action s'est étendue ensuite au mariage forcé, parce que de fait les deux thèmes sont quand même relativement liés au niveau des communautés qui le pratiquent. Et puis historiquement à d'autres thèmes. Je vais revenir un tout petit peu en arrière. Donc l'association a été créée il y a exactement 40 ans, bientôt 41, donc en 1982, parce que dans un hôpital parisien, une petite fille de 3 ou 4 ans, je me souviens pas exactement, était décédée des suites d'une excision qui avait été pratiquée dans un fond de cuisine de je sais plus quelle commune de banlieue. Et qu'à ce moment-là, il y a eu vraiment une prise de conscience je dirais, de deux groupes de femmes qui se connaissaient pas au départ, mais qui ont vraiment se sont rejointes à ce moment-là. D'une part, des pédiatres, évidemment, parce qu'elles étaient concernées en tant que professionnelles de santé, et puis des femmes de la diaspora venant des communautés où on excise, qui elles-mêmes avaient vécu des histoires d'excision, de mariage forcé, et qui se sont dressées à ce moment-là en disant plus jamais ça. Et donc ces deux groupes de femmes se sont unis pour créer cette association qui a toujours eu comme, je dirais, vocation et caractéristique de faire travailler ensemble des femmes venant des communautés qui excisent avec des femmes qui sont des femmes, je veux dire, gauloises, on va dire, c'est-à-dire françaises, non concernées à titre personnel par l'excision, mais concernées en tant que femmes et concernées en tant que médecins, parfois ou pas, et concernées en tant que personnes qui luttent contre toutes les violences qu'on fait aux femmes. Donc depuis 40 ans, nous travaillons en binôme toujours. Là, c'est pour ça que c'est moi aujourd'hui qui représente le GAMS. On a été très sollicités aujourd'hui, donc toutes mes collègues sont sur le pont à droite et à gauche. Et donc c'est une association qui agit donc sur la question des mutilations sexuelles. Je vais pas vous faire un topo là-dessus, j'ai vraiment pas le temps. Je pense que tout le monde sait ce qu'est une mutilation sexuelle. C'est toute atteinte aux organes génitaux pour l'OMS. Nous, on dit sexuelle de la femme parce que génital, ça nous semble trop large. Si on part de là, les ovaires, c'est un organe, ça fait partie de l'appareil génital et l'utérus aussi. Et là, on parle vraiment des organes qui ont une fonction sexuelle et non pas des organes qui ont une fonction reproductive. Donc, ça a été nos deux premiers grands thèmes. Et puis, à partir des années, je dirais, début des années 2000, est apparue une intervention de réparation chirurgicale mise au point par un neurologue, d'ailleurs, le docteur Foldes. Et nous avons été sollicités par les femmes, notamment plusieurs femmes qui avaient été opérées avec des résultats qui n'étaient pas du tout à la hauteur de leurs espérances, en nous disant, bah voilà, j'ai été opérée, mais ça va pas, qu'est-ce qu'on peut faire? Et nous, le GAM ne savait pas comment y répondre, et m'a appelé un peu au secours alors que j'y connaissais rien non plus, parce que j'étais gynécologue, en me disant, bon, bah toi qui es gynécologue, tu vas te pencher sur la question, les recevoir, et on va essayer d'élaborer une connaissance commune. Qui a débouché sur la création du premier service de réparation dans un hôpital public, à l'hôpital Rothschild à l'époque. Et à partir de là, à la même époque, sont apparues les premières demandes d'asile liées à la protection des fillettes contre l'excision dans leur pays d'origine. Et donc on a commencé à accompagner des femmes qui demandaient l'asile pour protéger leurs filles. Donc ça fait, si vous voulez, un peu deux thématiques complémentaires aux précédentes. Et donc actuellement, on travaille en fait sur ces 4 thèmes-là. On a un siège social qui est à Paris dans le 20e depuis... Bon, on a beaucoup changé, mais on est toujours resté dans le 20e. Qui a un petit siège social. On reçoit des femmes, mais alors là, quand j'entends le CAF dire qu'il a 700 salariés, ça me fait rêver. On a 2 salariés et demi à Paris, en gros. Après, on a 8 antennes régionales qui ont des salariés aussi, mais pareil, hein, une et demie dans chaque centre, en gros. On aimerait bien en avoir plus parce que la grosse difficulté, c'est qu'intervenir sur le terrain
Il y a 40 ans, les femmes, c'était des femmes militantes qui étaient concernées personnellement, qui étaient généralement qui ne travaillaient pas, donc qui avaient du temps libre et qui pouvaient faire énormément d'interventions sur le terrain. On a heureusement réussi à maintenir des femmes. Actuellement, on a une 2e ou 3e génération de femmes concernées, mais qui sont nées en France, qui ont été élevées en France, qui travaillent, qui bossent, qui peuvent pas se permettre d'aller faire des interventions sur le terrain. Donc, on est actuellement dans plutôt une problématique de moyens humains, j'ai envie de dire. Alors, comment est-ce qu'on agit actuellement ? On a pas mal d'axes, mais le premier, c'est effectivement d'accompagner individuellement des femmes qui nous le demandent. Ça, c'est pas seulement pour les protéger de l'excision, parce que je dirais qu'en France, le problème actuellement, grâce d'ailleurs à un énorme travail auprès de la protection maternelle et infantile, là, je sais plus où est la collègue qui... Voilà. Je connais pas la situation à Paris, mais moi je suis gynécologue, donc j'ai fait toute ma carrière professionnelle dans le 93, et normalement, la protection maternelle et infantile a des budgets pour recevoir les femmes, qu'elles aient ou non des papiers, qu'elles aient ou non une sécurité sociale, qu'elles aient ou non... Par contre, la vraie difficulté, et vous l'avez très bien dit, c'est que ces femmes-là, si elles n'ont pas d'hébergement fixe, c'est un peu difficile de les suivre, même si les budgets sont là et même si les structures sont là, parce qu'effectivement, un jour, elles vont être dans le 93, le lendemain, elles vont être dans le 95, et ainsi de suite. Et que ça, c'est un vrai problème, et l'idée, là, de faire un pass Navigo... Très bonne idée, vraiment. Voilà, donc je dirais que c'est l'accompagnement individuel des femmes sur le plan de l'excision. Actuellement, il est devenu extrêmement peu. Enfin, on a très peu de femmes à suivre pour les protéger elles-mêmes de l'excision. On en suit pas mal dans leur démarche auprès de l'OFPRA. Alors, sachant qu'on n'a pas les moyens, nous, humains, de faire des dossiers auprès de l'OFPRA, mais que par contre, on est très sollicité par l'OFPRA, qui nous connaît bien, avec qui on travaille beaucoup, sur, je dirais, l'analyse sociologique des dossiers. C'est-à-dire, cette femme présente une demande d'asile pour protéger sa fille. Est-ce que vous estimez que cette petite est réellement en danger? Parce que parfois, c'est pas évident. C'est des femmes qui viennent de régions où on existe peu. En Afrique, c'est très disparate, l'excision en Afrique. Mais par contre, on sait que le papa est de telle ethnie, la maman de telle autre. Ils vont revenir dans la famille paternelle qui excise, même si la famille de la maman n'existe pas, ou réciproquement. Donc oui, il y a un risque pour la petite. Et par ailleurs, on a dans notre association 2 ou 3 avocats spécialistes du droit d'asile qui, elles, peuvent les accompagner, notamment en commission de recours, enfin la Commission nationale du droit d'asile. Ça, c'est ce qui s'est greffé dessus dans notre travail. Et on a des liens actuellement avec tous les hôpitaux, j'allais dire de France et de Navarre, qui ont des centres de reconstruction chirurgicale, sachant que nous, notre politique de départ, quand on a créé le premier centre par la suite, c'est qu'il faut absolument qu'il y ait une prise en charge qui soit holistique, je sais pas qui a prononcé le mot, mais aussi très joli mot, c'est-à-dire qu'ils prennent en compte la totalité des aspects du problème, et non pas comme l'a fait un peu Foldès au départ, je répare le clitoris, madame, tous vos problèmes sont réglés. Ça, pas du tout. C'est vraiment pas du tout comme ça que ça se passe. Donc on a pas mal d'équipes comme ça qu'on connaît bien, avec qui on travaille depuis longtemps, et on sait un peu à qui on adresse les gens quand on a des demandes. Et surtout, parce que vu la faiblesse de nos moyens humains, on intervient auprès des professionnels, mais on peut pas intervenir massivement dans toutes les structures qui nous le demandent, parce qu'on n'a pas les gens pour le faire. Mais on le fait autant qu'on peut, c'est-à-dire dans les écoles de sages-femmes, dans les écoles d'infirmières, dans les écoles qui forment des travailleurs sociaux, enfin, auprès des enseignants, on intervient dans quelques établissements scolaires, mais là aussi, pas beaucoup à cause de nos petits moyens. Mais par contre, on a un énorme centre de documentation que vous pouvez consulter si le sujet vous intéresse. Donc, il faut aller sur fédérationgams.org et vous avez énormément de documentation, de petites vidéos, etc. là-dessus. Et alors auprès des jeunes, parce que effectivement le problème, notamment au niveau des mariages forcés, c'est d'alerter les jeunes avant qu'ils se retrouvent coincés, parce que très souvent les jeunes actuellement ont été élevés en France, ils n'ont même pas l'idée que ça peut leur arriver d'être mariés de force. Donc on fait énormément d'informations par le biais
des réseaux sociaux en réalité, hein, c'est le plus simple en réalité, TikTok, etc. Enfin moi je les connais pas bien, c'est pas trop de ma génération, mais on a des jeunes qui connaissent bien et qui savent comment faire. Donc on essaye de toucher les jeunes par le biais essentiellement des réseaux sociaux. Je dirais que ce qu'on fait au niveau des écoles et des lycées et des collèges, c'est marginal en termes quantitatifs, parce qu'il nous faudrait 10 intervenants et qu'on n'en a que 2, quoi. Voilà, c'est le seul problème. Merci Florence. Voilà, si vous voulez d'autres renseignements, ça sera tout à l'heure. Merci beaucoup. Et je propose qu'on passe à Blanche qui va nous permettre de voir aussi toutes les typologies. Peut-être un peu plus transverse, exactement. Voilà, de violence. Bonjour à toutes et à tous. Déjà, merci beaucoup pour tous ces partages d'expériences terrain. Je pense que c'est vraiment important de mettre des noms, des chiffres, des sentiments derrière toutes ces données-là qui sont lourdes à porter, et ça montre qu'il y a encore du taf. Mais on va dans le bon sens. Donc, de mon côté, enchantée, Blanche Dufay, je suis responsable des opérations chez Mec.org Fondation. Donc, qu'est-ce que Mec.org Fondation? C'est un fonds de dotation opérateur qui accélère des projets à impact autour de grandes thématiques d'intérêt général au travers de nos programmes Grande Cause. Donc là, j'interviens ici dans le cadre de notre programme Grande Cause, comment lutter contre les inégalités subies par les femmes. Et chaque programme Grande Cause a la même temporalité. Ça se passe en 3 ans, 3 étapes. Première étape, on lance une grande consultation citoyenne massive autour de cette question ouverte, comment lutter contre les inégalités subies par les femmes, pour interroger l'ensemble des Françaises et des Français sur cette question. Chacun peut faire des propositions et voter pour la proposition des autres. Cette phase dure à peu près 2 mois. Donc, dans le cadre de la grande cause d'inégalité femmes, on a eu plus de 250 000 Françaises et Français qui ont participé, 500 000 votes. Et suite à quoi, on a une équipe de data analystes et de sociologues qui vont analyser l'ensemble des résultats et dégager ce qu'on appelle les grands consensus citoyens. Ce qui rassemble et ce qui va nous permettre derrière de transformer ensemble la société. Seconde étape, à partir donc de ce rapport de consultation et de ces grandes idées plébiscitées, on rentre dans cette phase de concertation. Donc là, l'idée, c'est à la fois d'aller rencontrer tous les experts du terrain au niveau associatif. Donc là, il y a déjà pas mal d'associations que j'ai pu avoir l'occasion de rencontrer. Et donc, ça fait toujours plaisir de revoir l'ensemble de ces têtes. On travaille également avec les entreprises, notamment nos entreprises mécènes qui financent ces programmes Grande Cause, et les pouvoirs publics. Donc l'idée, c'est vraiment, pendant cette phase de concertation, à la fois de s'approprier les problématiques, mais également d'aller sourcer les projets existants qui permettront demain de changer la donne. Et enfin, 3e étape, donc c'est la phase action qui dure 2 ans. Et donc là, on rentre dans l'accompagnement opérationnel des projets à travers 5 leviers d'accompagnement. Donc le premier, c'est la levée de fonds philanthropiques. Donc on va aller aider les projets à se financer. Second axe d'accompagnement, c'est on apporte des ressources humaines à travers nos mécénats à travers du mécénat de compétences. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on travaille avec des gros cabinets de conseil, des cabinets tech, de communication, qui sont prêts à mettre à disposition de leurs salariés en pro bono pour aider le projet à avoir le jour et à avoir de l'impact. 3e axe d'accompagnement autour de la mise en visibilité, de la notoriété du projet. Donc là, on s'appuie à la fois sur nos équipes internes et sur les agences de communication avec lesquelles on travaille. Avant-dernier axe, donc c'est autour des partenariats structurants. Donc là, on va vraiment aller chercher le partenariat qui va permettre au projet de passer à l'échelle, d'avoir un impact systémique. Et enfin, dernier axe, donc ça dépend un peu de la maturité du projet. On intervient sur tout ce qui va être le pilotage, la PMO du projet. Donc voilà pour vous donner dans les grandes lignes ce que fait la Fondation, et plus précisément donc sur inégalité femmes. Donc si on prend l'axe des VSS qui a été largement plébiscité malheureusement lors de cette consultation, avec vraiment 3 idées fortes qui ont émergé. La première, éradiquer la culture du viol. Donc c'est un terme fort qui a été posé et qui a été largement plébiscité. Seconde grande idée, c'est autour du harcèlement de rue. Comment donc lutter contre le harcèlement de rue. Et enfin, dernière grande idée plébiscitée, comment lutter contre comment aider les personnes, comment mieux prendre en charge les femmes victimes de violences. Et donc là, on vient de finir notre phase de concertation. On va annoncer notre plan d'annonce, donc notre plan d'action qu'on va accompagner pendant les 2 ans qui viennent la semaine prochaine, le 14 mars. Mais en attendant, je vais quand même pouvoir vous parler de certaines actions qu'on mène autour des VSS. Une première, donc une action autour c'est un besoin citoyen qui est peu adressé, à savoir les violences économiques. Donc comme le disait très bien Thomas, les violences malheureusement sont protéiformes. Donc on a tous en tête certaines violences
très forte physique. Donc là, on a décidé de s'intéresser aux violences économiques, donc qui souvent vont conditionner derrière les violences conjugales. Et donc on est en train de créer un dispositif à la fois de prévention et de détection des violences économiques subies par les femmes. Et donc on travaille avec ça, avec les banques et les notaires. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller sensibiliser et éduquer les agents intermédiaires pour mieux détecter ces violences et en même temps d'éduquer financièrement les femmes sur les sujets donc économiques. Seconde action qu'on mène, donc là c'est en enseignement supérieur. Donc là on est en train d'essayer de créer un label enseignement supérieur engagé contre le sexisme. Donc là le constat c'est qu'une étudiante sur 20 a subi un viol et qu'aujourd'hui il existe vraiment un sexisme intégré réel au sein de l'enseignement supérieur. Donc on le voit à travers tous les rituels de passage et week-ends d'intégration, etc. Et ce sexisme-là en enseignement supérieur se retrouve derrière, se répercute dans la vie professionnelle où évidemment qu'on retrouve un continuum. Et donc aujourd'hui, il y a déjà pas mal d'initiatives qui existent, à la fois portées par des associations étudiantes au sein des écoles, par d'autres associations, notamment en Avant Toutes, qui commencent à intervenir beaucoup sur les écoles. C'est aussi porté par le ministère de l'Enseignement supérieur à travers son grand plan. Mais là, on aimerait bien aller un cran plus loin et donc vraiment agir de façon qualitative et homogène sur l'ensemble du territoire via ce label qui aurait vraiment une portée nationale avec une obligation de résultat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est très difficile de mesurer le résultat des moyens qui sont mis en œuvre. Donc là, pour l'instant, on travaille avec quelques grandes écoles de commerce, notamment HEC, EDEC, Centrale Supélec, qui pilotent sur ce label. Elles sont toutes volontaires. En gros, le son de cloche qu'on a, c'est aujourd'hui, il y a un article qui sort à peu près toutes les semaines sur ce qui se passe en école de commerce, en université. Et là, il s'agit d'agir. On est prêt à être volontariste sur cette question, à diffuser des chiffres. Mais encore faut-il qu'on avance tous ensemble dans la même direction et qu'on partage toutes les mêmes informations. Et enfin, une dernière action qu'on est en train de mettre en place, enfin deux dernières, une mémo de vie. Donc c'est une super plateforme qui permet de faciliter les étapes de sortie des violences répétées. Donc au début c'était les violences conjugales, maintenant on est sur tout type de violence. On a aussi par exemple les violences au sein du milieu professionnel, le sexisme ambiant, etc., etc. Et donc cette plateforme permet aux femmes à la fois d'aller sécuriser et de leur donner et de stocker les preuves. C'est-à-dire qu'en moyenne, beaucoup d'années peuvent se passer entre le moment où la femme est victime de violence et au moment où elle va aller porter plainte. Pareil, ça en moyenne 5 allers-retours pour une femme avant de quitter définitivement son foyer conjugal. Donc cette plateforme va aller sécuriser de façon anonyme les données de la femme. Et elle permet aussi de faire office de journal de bord, où là la femme va pouvoir aller du coup écrire tout ce qu'elle vit au quotidien. Et donc c'est déjà une première étape dans cette prise de conscience que la personne est victime de violences répétées. Et du coup c'est une première façon de faciliter cette sortie des violences. Et après, derrière, évidemment, cette plateforme met également en place des ressources utiles pour faire prendre conscience des violences et des appels également utiles. Et enfin, dernière action, donc là, donc ça fait aussi le lien également avec GAMS notamment. Donc on travaille avec Un Maillon Manquant, qui est une association présidée par une ancienne gynécologue, donc qui aujourd'hui met en place une formation longue autour donc des conséquences médicales des violences subies par les femmes. L'idée c'est de décliner cette formation longue en formation courte pour vraiment systématiser cette question des violences subies par les femmes. Donc elle, son approche, c'est de se dire aujourd'hui tout le monde, les violences médicales souvent on pense que c'est vraiment que c'est d'ordre psychosocial. Sa réponse est non, c'est également d'ordre médical et c'est à la charge du médecin de déceler, de détecter ces violences subies par les femmes. Et donc au même titre qu'aujourd'hui, on va vous demander quels sont vos antécédents familiaux, quelles sont vos allergies, il faudrait pouvoir également aborder la question des violences subies par les femmes sous un angle médical. Et évidemment, cette question se pose pas comme ça de façon abrupte. Donc ça nécessite un réel accompagnement des soignants sur ce sujet. Merci Blanche. Y a-t-il des questions sur ce sujet très prenant des violences, comme vous pouvez le voir, qui peuvent être très très larges? Peut-être nous donner des exemples. On a tous en tête effectivement les photos de maltraitance physique. Et lors de nos échanges, on a parlé d'un livre, moi, que j'ai lu récemment, qui m'a beaucoup marqué, d'une jeune femme qui décrit, l'autrice est Claire Norton, qui décrit le parcours d'une femme qui a un enfant justement et qui est sous l'emprise de son mari maltraitant, et on va crescendo dans les violences qui peuvent être de toutes sortes, non seulement physiques mais émotionnelles, morales, financières, n'a pas sa carte vitale. Donc quelles sont pour vous
prévalence que vous voyez actuellement dans vos domaines, s'il y en a qui émergent plus que d'autres. Peut-être, je commence après, je vous laisserai compléter. Effectivement, merci beaucoup d'insister sur le fait que les violences aujourd'hui sont protéiformes, qu'on a tous en tête ces grands chiffres. 100% des femmes sont harcelées dans un transport en commun. Une femme meurt tous les 2 jours sous le coup de ses conjoints. Mais il faut également aborder la question de ces violences protéiformes qui sont aujourd'hui encore trop invisibilisées, que ce soit au niveau des représentations. Donc là, le HCE parlait du prochain rapport sur la pornographie. Donc c'est vrai que là, le procès qui va avoir lieu sur la plateforme Jackie Michel va vraiment changer la donne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand même pour avoir des chiffres en tête, un jeune sur 3 consomme du porno. 99% des scènes de porno font état de violence et notamment de rapports de domination des hommes sur les femmes. Et plus de 44% des jeunes ont essayé au moins une fois de reproduire une scène de pornographie. Donc là, on est vraiment sur une violence au niveau de la représentation aujourd'hui des rapports sexuels et des rapports humains, donc qui convient absolument d'adresser. Et autre forme, évidemment, de violence protéiforme. Donc là, je reviens sur ces violences économiques où c'est un sujet qui commence à émerger. Donc il y a des articles qui sortent dessus. Et pareil, c'est aujourd'hui souvent c'est la première forme de violence conjugale où c'est le mari qui va commencer à contrôler les comptes, c'est lui qui va avoir toute la main mise sur le compte commun, qui va commencer à détourner les allocations familiales, qui va commencer même à déposséder complètement la femme donc de tous ses moyens économiques et financiers, qui, on le rappelle, une femme à partir du moment où elle est en couple et à partir à 5 ans après la naissance du premier enfant va perdre 25% de son salaire, du coup ce qui crée forcément une forme de dépendance. Donc c'est toutes ces formes-là de violence qu'il s'agit aussi bien d'avoir en tête et dont la société aujourd'hui n'en a pas encore forcément conscience. Merci. Merci. On va peut-être passer au 4e panel et puis après pouvoir regrouper toutes les questions avec tout le monde. Merci beaucoup. Et bien évidemment, notre dernier panel sur l'empowerment, ou comme disait Mao, que je ne vais pas requalifier encore une fois de Maud, sur les femmes comme vecteurs de changement. Fatou, je vous accueille, Emeline et Esther. Et je vous invite à vous présenter, vous, vos associations, vos actions. Fatou, allez, on y va. Je me lance. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Fatou Ndiaye, je suis la présidente et fondatrice de l'association The Wonders. Avant de commencer, j'ai quand même un chiffre à vous partager, ou en tout cas une question à vous poser. C'est est-ce que vous savez combien d'années il nous faudra à partir d'aujourd'hui pour atteindre l'égalité entre les hommes et les femmes? Exactement, 300 ans. Et ce chiffre, il est quand même extraordinaire parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que ce chiffre a reculé. C'est qu'on était à 216 ans et on est passé à 300 ans, notamment à cause de la crise du Covid, qui a eu un réel impact sur les droits des femmes, sur le pouvoir économique des femmes, etc. Avant de nous présenter The Wonder, je devrais vous raconter un petit peu comment j'en suis arrivée à créer cette association. Moi, à 30 ans, j'étais cadre directrice dans un grand cabinet de conseil. Je suis experte aux Nations Unies sur les sujets d'inclusion grâce aux technologies des peuples qui souhaitent entrer dans le commerce international. J'avais créé plusieurs communautés, notamment en Australie. J'avais vécu dans 5 pays, visité 55 pays. Et en fait, le constat que j'ai fait à 30 ans, c'était que, il y avait clairement des inégalités au niveau professionnel. J'étais cadre, j'avais un salaire qui était plus petit que mes collègues, je subissais du sexisme ordinaire au boulot, etc. J'avais également identifié que les rôles modèles avaient un réel impact dans ma carrière. Le fait de voir des femmes qui réussissaient. Et troisième, j'avais également identifié que le fait d'être en communauté, de créer de l'entraide, c'est ce qui m'avait moi aidé à atteindre toutes ces marches que j'avais gravies et d'avoir pu exploser tous ces plafonds de verre. Et il y a maintenant 3 ans, je me suis dit comment est-ce que je fais moi, Fatou, avec toutes ces compétences, toutes ces ressources, tout ce réseau, pour aider d'autres femmes et surtout pour aider à changer la société. Et c'est comme ça qu'est né The Wonders. Et on a déployé 2 axes forts. Le premier est de travailler sur l'égalité professionnelle en créant la fresque de l'équité. Donc en fait, on a créé un atelier pour ce qui a déjà fait la fresque du climat. Allez. Ou une fresque de toutes sortes. Il y en a quand même plusieurs. Donc la fresque, c'est un format d'atelier participatif qui dure 2h30 et qui permet en 2h30 d'être sensibilisé aux inégalités subies par les femmes. Quand je parle d'inégalités, vous en avez entendu plusieurs aujourd'hui. Donc inégalités professionnelles, dans la vie personnelle, familiale, au niveau de la représentativité, etc.
mais également d'agir. Parce qu'en fait, c'est ça le but de The Wonders, c'est de pousser à l'action. C'est de comprendre que chacun et chacune dans cette salle, on a le pouvoir d'agir, de changer les choses. Mais pour ça, il faut comprendre c'est quoi la problématique. Et le fait que vous soyez là aujourd'hui, c'est un superbe pas. Vous êtes déjà en train d'agir, parce que vous êtes en train de prendre conscience qu'il y a énormément de choses qui méritent d'être mises en place aujourd'hui, que ce soit en France ou à l'international. Donc, 1, sensibiliser, 2, pousser à l'action. Et on s'est dit que là où il y avait un super levier d'action, c'était au sein des entreprises. Donc cet atelier participatif, on le met en place dans des grands groupes, dans des petites entreprises. On est en train de travailler notamment aujourd'hui avec le groupe Casino, qui souhaite former la plupart de ses collaborateurs à ces inégalités subies par les femmes, parce que tant qu'on n'est pas sensibilisé, on ne peut pas agir. Et ensuite, en phase d'action, tous nos ateliers se finissent par un défi à relever. Donc chacun et chacune repart avec une action concrète à mettre en place dans les 3 mois. Donc que ce soit de demander une transparence dans les salaires au sein de son entreprise, de demander que les panels de conversation dans lesquels on est soient égalitaires, paritaires, que ce soit de donner des jouets dits STEM, à savoir sciences, technologie, à des jeunes filles. Toutes ces actions-là, en fait, elles ont une conséquence qui va être directe et qui va avoir un impact direct dans la société. Donc ça, c'est la première action de The Wonders, donc de sensibiliser grâce à cet atelier participatif. La deuxième action, elle est sur les rôles modèles. Parce qu'en fait, je crois vraiment que les femmes ont le pouvoir d'agir, que les femmes sont audacieuses, que les femmes ont des compétences et des capacités extraordinaires. Et on en parlait ce matin, toutes ces femmes qui sont à la rue, qui arrivent à trouver des solutions tous les jours pour que leurs enfants soient protégés. Et je pense aussi que ces femmes-là, en fait, faut les mettre en avant. Faut mettre en avant ces femmes qui agissent. Faut mettre en avant toutes ces femmes qui ont été sur ces panels de conversation, qui ont parlé des actions de leur association. Et donc, c'est comme ça qu'on a créé les trophées Femmes d'Impact. Donc, les trophées Femmes d'Impact, ce sont des trophées qui sont remis chaque année à des femmes de l'ombre, des héroïnes du quotidien, des femmes qui ont créé une association, des documentaristes qui font des documentaires sur les actions d'associations ou de personnes qui agissent pour la société. Ce sont des femmes qui travaillent pour des grands groupes et qui mettent en place des programmes qui ont un réel impact. Je vais parler de Kenza, qui travaille dans le groupe SEB et qui a créé des produits de la vie de tous les jours qui sont adaptés aux personnes porteuses de handicap. On a des jeunes pépites qu'on met en avant lors de ces trophées. Je vais parler de Alia, qui a créé une plateforme de cyberharcèlement à l'âge de 14 ans. Donc c'est toutes ces femmes de la société française qui vivent dans la métropole ou les dom-toms, on les oublie bien trop souvent, ces femmes-là, et qui agissent pour une meilleure société. Donc ces trophées sont remis chaque année à 77 femmes, mais pas que. L'objectif, c'est vraiment de créer une communauté autour de ces femmes. Et une personne en a parlé sur le panel ce matin, c'était cette notion d'entraide. C'est comment est-ce on fait pour que nous, qui avons créé ces choses extraordinaires, on puisse partager ces subventions qui sont disponibles, partager ces compétences qu'on a. Comment est-ce qu'on crée du troc entre femmes d'impact? Comment on crée ce réseau, ce safe place où on peut partager tout ce qu'on a pour qu'en fait chacune puisse grandir et développer encore plus son impact, démultiplier son impact. Ces femmes, on les accompagne pendant 1 an, on les relie, on leur donne des compétences, on leur donne des outils et on demande également aux grands groupes et aux grosses entreprises de les aider, de mettre à disposition du mécénat de compétences, mais également des fonds, parce qu'elles ont besoin d'argent pour faire grossir leurs projets. Donc voilà, The Wonders, c'est 2 actions positives, une à destination des entreprises et l'autre à destination de la société, en mettant en avant ces femmes rôle modèles qui changent la France. Merci. Vous m'avez fait vous faire un lien direct avec Esther en mettant les rôles modèles et les femmes qui nous précèdent. Ah oui. Alors moi, je vais vous amener dans le passé. Parce que notre association, en fait, vise à mettre en visibilité toutes ces grandes pionnières qui ont traversé le 5e arrondissement et qui ont traversé du reste tout Paris, le monde, etc. Et elles nous adressent un message très particulier. Alors déjà, on va faire une petite aparté. Est-ce que vous savez dans quel lieu on se trouve aujourd'hui? Donc le Philantrolab, mais c'est aussi la première université de médecine de Paris, 15e siècle. Est-ce que les femmes avaient le droit d'y entrer? Bien non. Et en fait, la leçon qu'on peut retirer en fait de cette information, c'est que dès qu'une profession devient plus technique, plus experte, les femmes en sont exclues. Et pourquoi elles en sont exclues? Parce que tout simplement à la clé, il y a des rémunérations plus importantes, il y a des positions plus importantes. Et donc voilà, l'histoire des femmes nous envoie des informations hyper utiles pour aujourd'hui, justement, conduire, piloter des politiques publiques, ou voire même, je veux dire, s'inspirer, en fait, de ces exemples, contre-exemples,
pour essayer de corriger certaines situations. Donc ça, c'est l'enseignement de l'histoire. À 2 pas d'ici, en fait... Micro ? Ah, pardon. Voilà, oui. Donc à 2 pas d'ici, de l'autre côté de la rue, il y a un bâtiment, 11 rue de la Bûcherie. Simone de Beauvoir, que vous connaissez toutes certainement, a écrit cet ouvrage majeur que vous connaissez toutes certainement, qui s'appelle Le deuxième sexe. Alors, les murs nous disent quelque chose. Et les murs, en fait, jusqu'à présent, ils ont porté la parole des hommes. Et nous, notre association veut donner, en fait, la parole aux femmes. Et de quelle façon? Donc, nous proposons, en fait, des parcours. Ce sont des parcours signalisés, permanents dans Paris. Et la ville de Paris, d'ailleurs, a voté notre projet de parcours des pionnières à l'échelle donc, de la ville. Ces parcours vont mettre, en fait, en visibilité un groupe de pionnières dans chaque arrondissement, en fait, de façon à rendre pérenne, en fait, cette présence et faire en sorte qu'elle nous accompagne, en fait, quotidiennement et de façon permanente. Et pourquoi? Parce qu'en fait, on s'est rendu compte, en réalité, que malgré la féminisation, en fait, de l'espace public, on avait un souci. Il manquait cette dimension d'incarnation. C'est-à-dire qu'en fait, on a effectivement des noms de rues, par exemple, Marguerite de Rochechouart, qui s'appelait anciennement rue de Rochechouart, abbesse de Montmartre. Oui, bon, d'accord, mais quoi? En fait, nous, ce que nous visons, en fait, c'est vraiment mettre en visibilité la contribution des femmes. C'est ça qui nous semble important. C'est ce message, en fait, qu'elles nous adressent à travers leur production, à travers leurs œuvres d'art, de quoi elles ont été capables et en quoi elles sont des game changers. C'est ça qui nous a vraiment porté. Et en fait, la plaque que nous avons fait mettre avec la ville de Paris, là, sur le 11 rue de la Bûcherie, c'est vraiment une plaque pour honorer une œuvre de femme. Et c'est la première plaque parisienne qui honore une œuvre de femme. Et c'est quelle œuvre, en fait? C'est vraiment un ouvrage qui a changé, en fait, la donne pour les féministes et pour le monde entier, du reste. Et donc, en fait, le but du jeu, si vous voulez, c'est vraiment de s'emparer de ces places, de ces lieux, et de faire parler justement les femmes et faire en sorte qu'elles nous adressent ce fameux message d'empowerment. Et en fait, ce qu'on a trouvé, nous, vraiment, les points communs qu'on a trouvés parmi toutes ces femmes, que ce soit Marie Curie, Simone de Beauvoir, Anne d'Autriche, George Sand, Geneviève, c'est leur extrême détermination, en fait, à atteindre leurs objectifs, et tout en considérant que les limites, en fait, l'aspect limitant de leur genre était secondaire. C'est-à-dire qu'il fallait foncer, en fait, et ne pas s'occuper du fait qu'on était une femme, qu'il y avait des obstacles, etc. Et donc ça, c'est vraiment un point commun qu'on retrouve parmi toutes les grandes pionnières, quelle qu'ait été leur origine, le secteur d'activité dans lequel elles ont évolué. Et donc là, je pense qu'on a vraiment un message très fort de leur part. Sinon, en fait, pour toutes ces grandes pionnières, je peux vous parler de quelques-unes. Par exemple, effectivement, Simone de Beauvoir. Alors, elle a prononcé une phrase que moi j'adore. Elle dit « J'accepte l'aventure d'être moi ». C'est-à-dire comme si, finalement, la vie d'une femme, c'était une aventure avec des risques qu'elle endossait parfaitement, avec des zones d'ombre qu'elle assumait parfaitement. Et du reste, Simone de Beauvoir, c'est vraiment la première grande féministe à dire et à faire ce qu'elle voulait, c'est-à-dire elle n'a pas eu d'enfant, elle n'en voulait pas, elle n'a pas eu de mari, elle n'en voulait pas, et elle a conduit sa vie exactement comme elle le souhaitait. C'est-à-dire qu'elle a planté le drapeau, elle a dit « moi c'est Simone », et finalement je conduis ma vie comme je l'entends. Et donc ça, c'est vraiment une très très belle leçon. Pour toutes les autres, par exemple, Marie Curie, 2 prix Nobel quand même, 2 prix Nobel dans des sciences dures, qui sont la physique et la chimie. Et Marie Curie, en fait, c'était une petite bonne femme, en fait, qui parlait d'une voix un peu fluette et qui donc poursuit des recherches dans tous les laboratoires du 5e arrondissement. Elle en a eu 5 comme ça qui se sont succédés. Et le soir, elle rentre chez elle à Sceaux, c'est-à-dire qu'elle prend cabriolet, etc., 2 heures de transport, et elle rentre pour s'occuper de ses filles. C'est-à-dire qu'elle leur raconte des histoires qui, en général, prennent l'allure d'équations mathématiques, parce qu'on reste quand même dans le même domaine. Et donc, c'est une femme aussi qui a poussé très très loin la recherche. Est-ce qu'on sait ce qu'elle a inventé? Tout simplement, elle a découvert la radioactivité. Et la radioactivité, qu'est-ce que c'est? Elle est partie finalement de l'observation d'un matériau, enfin d'un minéral qu'on connaît très peu, qui s'appelle le radium, et qui a des propriétés très particulières, c'est-à-dire qu'en fait, avec ses rayons, il est capable de traverser la matière. Et donc,
Auparavant, en fait, elle s'était intéressée aux mathématiques et puis elle découvre la physique et là, c'est vraiment la passion de sa vie. Et elle se lance à cœur perdu, en fait, et à corps perdu dans cette recherche qu'elle mène vraiment jusqu'à son terme. Donc, Marie Curie découvre la radioactivité naturelle, sa fille va découvrir la radioactivité artificielle. Et Marie Curie, ça reste une femme comme les autres, c'est-à-dire une femme, une mère de famille, en fait, une mère de famille qui a vraiment des engagements professionnels, des engagements familiaux et des engagements aussi féministes. Donc ça, c'était pour Marie Curie. Alors, une autre grande pionnière du 5e arrondissement que peu connaissent peut-être, c'est Geneviève. Alors, Geneviève, c'est une religieuse. Alors, on va se dire, bon, une religieuse, d'accord. Mais en fait, Geneviève, elle a une vie très particulière parce que d'abord, elle a vécu au 7e siècle. Et au 7e siècle, les femmes, en général, c'était soit la religion, soit le foyer. Donc, elle a opté pour la religion. Mais ça ne l'a pas empêché, en fait, d'avoir un objectif très clair. Et c'était une femme politique, et elle avait en tête, finalement, de participer à l'unification du royaume des Francs. Alors, la France, à cette époque, c'était plein de petites seigneuries, etc., un peu éparses. Et donc, ce qui se passe au moment où, effectivement, elle commence à prendre conscience de cet objectif, c'est que Attila menace Paris, menace d'envahir Paris et de mettre à sac la ville. Et paf, la femme politique se réveille, elle se dresse justement et elle harangue la foule. Elle leur dit, est-ce qu'on va se laisser faire? Alors, il faut la voir avec ses voiles, etc., en train de dire, nous, les femmes, on va résister, mais vous, les hommes, vous êtes des pleutres, vous allez peut-être pouvoir, vous allez vous soumettre. Et donc, voilà, ça aussi, c'est une figure de résistance. Et une femme aussi qui a conduit sa vie en fixant son objectif et en disant, voilà ce que je veux atteindre. Une autre grande pionnière du 5e arrondissement, c'est Anne d'Autriche. Anne d'Autriche, c'est la mère de Louis XIV. Et Anne d'Autriche, en fait, elle est mariée, on va dire, à 13 ans. C'est un mariage absolument désastreux. Ce sont de très jeunes gens. Elle a du mal, en fait, à enfanter. Et elle se dit que le jour où elle aura un enfant, elle fera bâtir une basilique. C'est chose faite. Elle tombe enceinte de Louis XIV et elle fait bâtir donc la grande basilique du Val-de-Grâce. Et elle a en tête quelque chose, un autre objectif qui lui tient vraiment à cœur aussi, c'est de favoriser l'éducation des filles. Et donc autour de cette basilique vont se constituer des tas de couvents qui en même temps vont être des lieux de foi, mais également des lieux de transmission de savoir. Et donc de ces couvents aussi vont émerger quelques grandes figures en fait qui vont par la suite faire des études assez poussées. Une autre... Esther. Pardon. Excuse-moi. Alors, je termine juste par une phrase. Je vous délivre. Alors ça va peut-être plomber l'ambiance, mais il me semble que c'est important d'en prendre conscience. C'est un commentaire de Pascal Pic. Alors, Pascal Pic, c'est un anthropologue réputé qui a mené des recherches très poussées, justement, sur les sociétés primitives et sur la répartition genrée des tâches dans ces sociétés. Et il a fait ce commentaire il n'y a pas très longtemps et que je trouve très juste. Il a dit que la domination de la femme était la plus grande entreprise d'asservissement de l'histoire de l'humanité. On y est encore. Voilà. Et il faut sans doute peut-être se réveiller. Merci. Merci et pardon d'interrompre, mais ce sont des cris du cœur que vous entendez et je pense que ça permet de comprendre l'étendue du champ d'action qui nous reste à attaquer. On parle de femmes qui s'engagent et je regarde Emeline. Merci, tu veux partager ton parcours? Oui, merci beaucoup. Alors donc moi je suis directrice adjointe du Philantrolab et je dois dire que ce matin je suis hyper fière et aussi émue qu'on ait réussi à organiser ce panel. Hyper fière d'avoir des collègues qui ont travaillé très dur pour organiser cette journée et qui ensuite vont promouvoir le travail qui a été fait pendant les semaines qui viennent. Et je pense que la raison pour laquelle elles m'ont demandé de représenter l'équipe aujourd'hui, c'est parce que je passe mes journées à les bassiner avec le changement systémique. Donc voilà, il ne se passe pas une journée sans que j'en parle et j'en reparle. Et ce qu'on a entendu ce matin, ce sont justement des actrices qui contribuent au changement systémique, qui permettent de faire avancer la société et de faire des changements à la racine qui nous aideront à atteindre plus d'égalité entre les hommes et les femmes. Donc que ce soit règles élémentaires avec Maud et avec sa fondatrice Tara qui a permis qu'on parle un peu plus des règles, ou je l'espère que ce soit Shiraz qui permettra de rendre plus visibles les femmes enceintes dans la rue.
toutes ces actrices contribuent au changement systémique et à cette société qui doit en fait profondément être transformée. Donc nous, au Philantrolab, humblement, on essaye de faire en sorte que les porteurs de projets, les fonds de dotation, et se trouvent dans les meilleures conditions pour travailler, ou même se retrouvent pour travailler. Je crois que The Wonders et Make.org Foundation travaillent ensemble cet après-midi en Philantrolab. Donc voilà, on essaye de faire ce cadre, un cadre de travail bienveillant. On a par exemple aussi notre incubateur. Dans notre incubateur, on reçoit des jeunes pousses associations, des jeunes fonds de dotation, et on essaye de faire en sorte que ces acteurs, alors oui, pour le moment, on a des hommes et des femmes, mais s'il y a une mécène dans la salle qui veut nous aider à monter le premier incubateur uniquement pour femmes, on sera ravis d'en parler. Mais donc aujourd'hui, on essaye de faire en sorte que ces acteurs se sentent outillés et formés pour qu'ils puissent aller voir les mécènes et que du coup la chaîne se fasse pour atteindre le changement systémique, pour que on crée ce cadre de bienveillance qui leur permette de se sentir sécurisés. Il y a une incubée avec qui j'aime beaucoup travailler qui est arrivée avec un titre qui ne correspondait pas du tout à ses fonctions. Comme on le sait, les femmes, on aime beaucoup, on n'a pas l'audace d'aller demander les titres qui correspondent au travail qu'on fait. Qui avait un petit syndrome de l'imposteur, comme on sait, on en a toutes beaucoup un peu de ce syndrome de l'imposteur, qui par les formations, par le groupe, par l'accompagnement, ben voilà, maintenant elle a un plus gros titre qui correspond à son travail, et je sens que tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a apporté, toute la bienveillance qu'on a amenée, a fait en sorte que elle puisse déployer ses ailes. Et qu'elle puisse accompagner le changement à la racine qui nous aidera à réduire toutes les inégalités. Donc voilà, au Philantrolab, c'est notre façon à nous de voir l'empowerment, c'est cet accompagnement pour que tout le monde se sente pousser des ailes. Merci Emeline. Je vous invite à poser vos questions à ce panel, et puis on va pouvoir ouvrir à tous nos panélistes qui sont là. On a des micros à disposition. Moi, j'en ai une peut-être sur vous, mesdames, le temps que notre chère audience réfléchisse à d'autres questions. C'est quels sont les leviers que peuvent saisir ces femmes? On entend de bienveillance, d'accompagnement, mais quels sont ces leviers qu'elles peuvent prendre en main et qu'on peut-être leur mettre à disposition ou leur indiquer où ils se trouvent, mais quels sont ces leviers qu'elles peuvent prendre? Bon, je vais te passer la parole, mais moi je crois vraiment aussi beaucoup, donc comme je le disais, en la bienveillance, la vulnérabilité, et aussi de nourrir ses intuitions et d'être intuitif et de savoir comment s'entourer, savoir quelles sont les personnes qui vont réussir à nous accompagner tout au long de la carrière, dans la vie personnelle, dans la vie professionnelle. Voilà, je pense que ça peut vraiment aider à la fois à pave the success pour nous-mêmes, mais aussi pour les futures générations. Merci Evelyne. Je vais rebondir sur ce que tu dis. Il y a 2 ans, il y a une étude internationale qui a été faite qui s'appelle The Confidence Report, qui a étudié comment est-ce que les femmes développent leur confiance en elles. En fait, cette étude, elle a été faite sur différents pays, dont la France, et elle a montré que les femmes développent leur confiance en elles en étant en collectif, contrairement aux hommes qui développent leur confiance en eux en étant en individuel. Donc si moi je vois un levier, c'est clairement la communauté, les réseaux d'entraide. Il y a énormément de réseaux qui existent aujourd'hui, et ce serait vraiment le conseil d'aller en rejoindre un, d'en tester plusieurs, de faire plusieurs événements de networking, et d'aller trouver ce réseau qui nous correspond et qui nous aide à nous développer. Numéro 1, et je pense qu'au niveau des entreprises, je crois beaucoup également en l'entraide entre entreprises. J'ai notamment créé une communauté de troc B2B pour aider les entrepreneurs sociaux à développer leurs projets grâce à l'échange de ressources et au troc de ressources, donc à l'échange non monétaire. Donc par exemple, j'ai une agence de communication, j'ai besoin de faire un événement de team building, je vais troquer cet événement de team building contre une plateforme de branding pour une association. Et je crois beaucoup qu'en fait, sur ce sujet d'égalité femmes-hommes, les entreprises doivent s'entraider. Certaines entreprises
ont des best practices, on fait des choses extraordinaires qui marchent en interne, que ce soit sur comment mettre en place une meilleure transparence de salaire dans mon entreprise, comment mettre en place un système de mentorat pour mes femmes leaders, comment développer le leadership inclusif. Tous ces sujets-là, ils ont déjà été mis en place dans certaines entreprises. Donc pour moi, il n'y a pas de compétition sur ces sujets-là. C'est chacun c'est de partager son expertise avec ses collègues ou avec des personnes qui ne font pas partie de son entreprise. Et ça passe également par le réseautage. Esther, des leviers auxquels vous pensez? Pas d'obligation? Oui, moi je reprends ce qui a été dit. Effectivement, je veux dire la bienveillance, l'entraide. Alors ça me semble indispensable. Et du reste, en fait, toutes les femmes que j'ai évoquées, elles avaient un sacré réseau autour d'elles. Et donc, c'est de cette façon-là qu'elles ont pu avancer et faire avancer également leurs amis et leur entourage. Donc voilà, oui, clairement. Merci. Des questions, mesdames, messieurs? Oui, alors moi, je voulais vraiment vous remercier pour ce que vous faites, puisque je pense que vraiment la clé pour lutter contre ces inégalités, c'est la sororité. C'est vraiment le fait de se réunir et d'y aller ensemble. Et donc le fait de mettre en avant ceux qui agissent dans l'ombre, le fait d'accompagner des personnes qui ont des idées, qui ont envie de mettre en place des choses, mais qui ont peut-être peur, qui ont peut-être le syndrome de l'imposteur, qui sont pas forcément aidés, ça permet d'aller encore plus loin. Donc voilà, je tenais vraiment à vous remercier pour vos actions d'empowerment et je vous soutiens. Eh bien, on va peut-être conclure et vous laisser poser vos questions en direct auprès des personnes, des panélistes. Je suis tentée de dire femmes, Thomas, je suis tentée de dire femmes, qui sont venus vous partager leurs actions, leur engagement ce matin, lorsqu'on va conclure cette matinée qui va pouvoir se poursuivre par d'autres échanges. Bon, écoutez, s'il n'y a pas de questions, je souhaite vraiment vous remercier d'être venus nombreuses et nombreux ce matin. C'était vif, c'était riche, c'était émouvant. Il y avait même un rayon de soleil qui arrivait à un moment donné. La preuve que les femmes sont capables de tout. Donc, bonne fête à toutes. Et vraiment, j'espère que vous allez revenir parce que ce lieu est à vous. On va pouvoir vraiment continuer à mettre en évidence tout un tas de causes. Et puis, votre parole est libre chez nous. Donc, n'hésitez pas à revenir. Et surtout, je souhaite remercier les équipes du Philantrolab parce qu'elles ont travaillé vraiment d'arrache-pied sous la direction d'Olivia Lorangeois, qu'on va applaudir. Merci Christelle, tu as été brillante comme d'habitude. Merci Mao pour votre intervention, pour votre présence. Et je vous dis, suivez-nous surtout sur Instagram, sur LinkedIn. Vraiment, il faut que le Philantrolab soit le secret le moins bien gardé de Paris et du monde. Nous sommes là pour servir les causes, les grandes causes, les petites, comme je le disais. Et comme je le redis encore, toutes les causes sont bonnes et donner rend meilleur. Bonne fête à tous, toutes mesdames, et à bientôt.